Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir ici à l'Atelier Baroque pour cette journée de colloque intitulée Eau potable et économie agricole. Alors je me présente, je m'appelle Annabelle Baudin, je suis journaliste et consultante spécialisée dans les domaines de la RSE. Et ici même, toute la journée, nous allons prendre le temps d'échanger avec des acteurs de la vie économique, mais aussi des élus, afin de mettre en lumière les solutions au service de la protection de la ressource en eau et l'économie agricole. Alors cette journée sera ponctuée par 3 tables rondes et sera également placée sous le signe de l'interactivité. Ça veut dire qu'à la maison, à tout moment, vous allez pouvoir poser vos questions à nos intervenants. Ils se feront un plaisir d'y répondre à la fin de chaque table ronde. Mais avant de commencer, j'aimerais laisser la parole à notre ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, juste avant de retrouver François Sauvadet, président du comité du bassin Seine-Normandie. C'est tout de suite en images et on les écoute. Bonjour à toutes et à tous. Ce colloque se tient à distance à cause de la crise sanitaire et si je ne peux pas le suivre avec vous aujourd'hui, je tenais à vous adresser ce message. D'abord pour vous dire merci. Merci d'organiser ces débats malgré la situation inédite que nous traversons. Car nous n'avons pas une minute à perdre pour protéger cette ressource si précieuse qu'est l'eau. Vous le savez, le changement climatique, les inondations plus fortes, les sécheresses plus intenses, plus fréquentes, ce sont déjà des réalités. Cette année encore, plus de 80 départements ont été concernés par des mesures de restriction d'eau. C'est la vie, l'angoisse de femmes et d'hommes qui travaillent la terre, qui en ont fait leur vie, leur métier. Ce sont des activités économiques perturbées, la navigation interrompue, des industries en restriction. Des habitants qui doivent même parfois être approvisionnés en camions-citernes. Bref, quand l'eau manque, c'est toute la vie qui tourne au ralenti. Oui, nous n'avons simplement pas le choix. Nous devons aujourd'hui agir et évoluer pour protéger notre eau et avec elle nos écosystèmes, notre économie, notre société qui en dépendent. Nous devons construire notre résilience, nous adapter, prévoir, planifier, organiser, partager. Dans ce combat, nous avons fait date avec les assises de l'eau, en nous accordant sur la protection de plus de 900 captages prioritaires pour l'eau potable, en déployant 150 millions d'euros pour les paiements pour services environnementaux qui favorisent les pratiques durables, l'émergence d'un nouveau modèle agricole, tout simplement. Dans la foulée, le Parlement a confirmé le droit de préemption des collectivités pour protéger les captages, pour promouvoir les projets locaux agro-environnementaux. C'est tout simplement une nouvelle idée de l'eau et des territoires qui doit émerger. Oui, en approchant les problèmes collectivement et globalement, en construisant un dialogue territorial, en faisant confiance à la nature et aux solutions qui s'appuient sur elle, en assurant transparence et neutralité. Oui, on peut trouver des solutions qui marchent pour le territoire, pour les habitants, pour les agriculteurs, pour les écosystèmes. Aujourd'hui, ce sont déjà plus d'une centaine de projets de territoire pour la gestion de l'eau, les fameux PTGE, qui portent cette nouvelle vision. Mesdames et messieurs, protéger l'eau potable, l'agriculture, restaurer 25 000 km de cours d'eau d'ici 2025, ce sont autant d'objectifs à atteindre ensemble. Élus, associations, agriculteurs, collectivités, services de l'État. C'est une bataille sur le terrain, dans les champs et les mairies, dans les ministères et les agences de l'eau qui y œuvrent au quotidien. C'est un des plus grands défis que nous ayons à relever et je sais qu'ensemble, nous y arriverons. Alors encore, merci pour votre colloque qui contribue à accélérer et amplifier notre mobilisation. Je vous souhaite de très bons échanges. Je vous remercie. Bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, je regrette de ne pas pouvoir participer à ce colloque qui est organisé par l'Agence de l'eau et sur l'eau potable et l'agriculture, qui est organisé en digital. Vous le savez, nous sommes encore en risque de pandémie et donc nous devons respecter les règles de distanciation et nous protéger les uns les autres. En tout cas, c'est un débat d'une grande actualité, eau et agriculture, eau potable. D'abord, il s'inscrit, vous l'avez vu, tout le monde l'a vécu et ressenti douloureusement, dans un contexte de changement climatique qui a provoqué beaucoup de dégâts économiques. Je pense notamment aux zones d'élevage. Nous sommes dans le bassin Seine-Normandie, vous le savez, avec une tête de bassin qui a été extrêmement fragilisée par le manque d'eau. Et certaines communes, d'ailleurs, se sont retrouvées sans eau et la solidarité
a dû jouer. Et puis il y a des périodes d'inondation aussi très marquées, et nous en avons tous gardé un vrai souvenir. En tout cas, nous avons aussi un deuxième rendez-vous, c'est celui du ZAJ. Et cela intervient au moment où, vous le savez, le comité de bassin vient d'arrêter un projet de SDAJ, de le voter, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui nous engagera jusqu'en 2027, pour les 6 prochaines années, qui va être soumis à débat. Évidemment, la question de la protection de la ressource, elle est au cœur de nos priorités et de cet engagement que nous devons avoir en commun. Nous avons des objectifs que nous avons voulu à la fois ambitieux, mais à la fois aussi raisonnables, parce que rien ne serait pire que de se fixer des objectifs inatteignables et de constater à la fin que nous n'aurions pas fait les efforts suffisants. En tout cas, moi je veux saluer d'abord tout le travail que vous avez effectué ensemble et qui nous a permis d'améliorer la qualité de nos eaux, à la fois de nos eaux souterraines et aussi la qualité de nos rivières. Je le disais, donc notre objectif est ambitieux. Nous souhaitons arriver à pratiquement 52% en masse d'eau de bonne qualité, en masse d'eau superficielle, et à 32% en masse d'eau souterraine. C'est un grand challenge. Nous allons y consacrer beaucoup de moyens. Nous avons prévu d'y consacrer 6,2 milliards d'euros jusqu'en 2027. Et puis, il y a des outils nouveaux pour accompagner cette protection, notamment la protection des points de ressources, des points de captage, qui reste un sujet très, très sensible et d'actualité. Et notamment, nous avons le paiement des services environnementaux. Je crois qu'il faut qu'on se saisisse de tous ces nouveaux outils et qu'on avance ensemble résolument. Ce sont des enjeux pour aujourd'hui, mais ce sont des enjeux importants et très importants, et qui le deviendront plus encore pour demain. Vous savez, l'eau est source de vie, et on le constate en particulier quand on en manque ou quand elle arrive en excès. En tout cas, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'avenir, de travailler, de continuer de travailler ensemble. Je sais les réserves qui ont pu être exprimées par la profession agricole, mais en tout cas, c'est ensemble que nous parviendrons à cet objectif, et pas les uns sans les autres. Donc à nouveau, je salue les efforts qui ont été accomplis et je vous souhaite une bonne séquence de travail. Alors, je suis aux côtés de Patricia Blanc, directrice générale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Bonjour Patricia. Soyez la bienvenue. Alors, je vais vous laisser introduire ce colloque juste avant de retrouver nos invités pour cette première table ronde. C'est à vous, Patricia. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce colloque 100% digital organisé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie en partenariat avec l'Assemblée des communautés de France, la DCF, qui a bien voulu nous accompagner dans cette aventure d'un colloque dématérialisé. Alors pourquoi ce colloque aujourd'hui? À la fois Barbara Pompili et François Sauvadet l'ont dit, il y a urgence à agir pour protéger nos eaux souterraines. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'ensemble des captages d'eau potable, donc des captages qui sont utilisés pour alimenter en eau potable les populations, les entreprises, sur l'ensemble du bassin de la Seine et de la Normandie. Et on en a, grosso modo, près de 400 qui ont été définis comme prioritaires par les pouvoirs publics, à la fois en raison de leur niveau de contamination, mais aussi en raison de leur caractère stratégique. Alors, pour un territoire, c'est stratégique de disposer de réserves d'eau potable pour l'avenir. Ces captages stratégiques, on voit qu'ils sont assez densément répartis sur l'ensemble de notre bassin. La ministre Barbara Pompili a rappelé que dans le cadre des assises de l'eau, l'objectif que nous étions fixés au niveau national, c'est que l'ensemble de ces captages fassent l'objet d'un plan d'action efficace pour les protéger. Les protéger, ça veut dire empêcher que de nouvelles pollutions pénètrent dans les eaux souterraines qui sont utilisées pour cette alimentation en eau potable pour l'avenir. Sachant que nous devons déjà gérer des pollutions du passé, puisque la plupart des ressources d'eau potable qui alimentent ces captages sont malheureusement déjà polluées par des polluants qui parfois ne sont plus utilisés aujourd'hui, mais qui sont persistants dans l'environnement et se dégradent très lentement. Donc il y a urgence à protéger nos captages pour sécuriser notre alimentation en eau potable pour l'avenir, d'autant plus que le changement climatique, à la fois Barbara Pompili et François Sauvadet l'ont dit, va réduire les ressources en eau disponibles assez rapidement d'ici la fin du siècle. Alors, ce que nous avons voulu à travers cette journée, c'est encourager le retour d'expérience. Donc, vous allez avoir de nombreux témoignages d'acteurs locaux, des acteurs de terrain, qui, dans le dialogue entre collectivités, exploitants agricoles, industriels, ont expérimenté de nouveaux outils pour protéger les captages tout en
conservant, voire en développant une économie agricole dynamique sur les territoires, puisque les pollutions de ces captages sont malheureusement souvent d'origine agricole, souvent issues de pratiques anciennes. Maintenant, il faut changer de pratique, il faut changer de méthode, et les outils qui vont être présentés au cours de cette journée, on peut déjà en tirer un premier retour d'expérience. François Sauvadet a parlé de paiement pour services environnementaux, on parlera aussi d'information des consommateurs, on parlera de stratégie foncière, et j'espère que cette journée pourra être aussi interactive que nous le voudrons tous pour échanger les expériences. Voilà. Notre objectif, c'est que tous ces captages, les 400 du bassin, soient dotés d'un plan d'action d'ici la fin de l'année 2021. Aujourd'hui, on en est aux 3/4. Voilà. Donc il reste une centaine de captages qui doivent faire l'objet d'un plan d'action. Et après, il ne suffit pas d'avoir un plan d'action, il faut ensuite que l'action soit efficace et donne des résultats. Très bien, merci Patricia. C'est ce que nous allons voir ensemble. En tout cas, il est temps maintenant, vous restez avec nous, de démarrer cette toute première table ronde intitulée « Construire une stratégie foncière de protection et de captage en concertation ». Alors, vous l'avez compris, on est ensemble jusqu'à midi et en compagnie de nos invités. Nous allons mettre en lumière toutes les solutions dont les élus engagés pour la protection des ressources disposent pour faire ensemble bouger les lignes. Et avant de laisser la parole à nos invités, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et en images avec l'exemple du syndicat d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg. Le SERPN est responsable de la production et de la distribution d'eau potable sur les 95 communes qu'il dessert et il exploite 13 captages permettant de répondre aux besoins en eau potable de ses 72 000 habitants. C'est du concret, regardez. La vocation du SERPN, c'est de distribuer de l'eau potable. Donc on va capter l'eau sous terre, la traiter et la distribuer. Ici, nous sommes sur le bassin d'alimentation de captage des Varas. C'est un sol friable où l'eau s'infiltre rapidement. On a des problèmes de turbidité et également d'infiltration de produits phytosanitaires. Pour améliorer cette qualité d'eau, le syndicat travaille avec les propriétaires terriens, les agriculteurs. Récemment, sur notre territoire, il y a une exploitation agricole dont l'exploitant a cessé son activité. On a été consulté pour donner notre avis sur la reprise par un jeune agriculteur en relation avec la fondation Terre de Liens. L'exploitation en question est en agriculture biologique depuis une quinzaine d'années. Il s'avère que toutes les parcelles sont en prairie et en plein sur le captage, donc très sensibles. Tout l'intérêt de la reprise avec le porteur de projet et Terre de Liens, c'est justement de pouvoir garantir qu'elle sera maintenue en agriculture biologique de manière très très longue et avec un maintien d'une activité d'élevage et des prairies pour favoriser une infiltration lente de l'eau sur ces parcelles. L'Agence de l'eau a notamment une action de financement d'une partie de l'acquisition, donc uniquement sur les terres. Et donc nous, on prend en charge l'autre partie du financement des terres et du bâti pour permettre l'installation du porteur de projet sur l'exploitation intégrale. L'agence soutient Terre de Liens, notamment régionalement au niveau de l'association normande, en finançant une partie de nos postes d'animation sur les territoires. Ça nous permet d'accompagner les collectivités comme le SERPN à l'élaboration de leur stratégie foncière. Cette stratégie foncière permet au syndicat de préciser la logique de nos actions et puis de pouvoir obtenir des financements publics. C'est d'ailleurs une demande de l'Agence de l'eau.
Et merci d'être avec nous pour cette première table ronde intitulée « Construire une stratégie foncière de protection et de captage en concertation ». Alors pour celles et ceux qui nous suivent en direct, je vous rappelle que vous allez pouvoir poser absolument toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants qui se feront un plaisir d'y répondre à la fin de cette table ronde. Et j'en profite aussi pour vous indiquer que le livret qui reprend absolument toutes les solutions que nous allons mettre en lumière aujourd'hui et bien d'autres encore est téléchargeable dès à présent sur notre plateforme. Et il est temps de vous présenter nos invités. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, c'est parti. Nous sommes en compagnie de Christophe Bouillon, maire de Barentin et président de la communauté de communes de Caux-Ostrebert. Avec nous également Patrick Barbier, maire de Mutterholz et vice-président du syndicat des eaux de l'assainissement Alsace-Moselle. Isabelle Gaillard sera avec nous virtuellement. Elle est présidente de l'Union départementale des familles. Avec nous aussi Guillaume Rioux, président de la FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique. Nous sommes également en compagnie de Thierry Bussy, vice-président de la SAFER Grand Est, et Jean-Pierre Breniot, maire de Gouy et vice-président de la métropole de Rouen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Nous allons ensemble échanger pendant près d'une heure. Le public aussi va pouvoir vous poser toutes les questions et vous y répondrez à la fin de cette table ronde. Et on commence avec vous, Christophe Bouillon. Alors, vous êtes le maire de Barentin et président de la communauté de... En tant que président de la communauté de communes, comment concevez-vous votre responsabilité sur la ressource en eau et quels en sont les enjeux? Alors d'abord, peut-être décrire la communauté que je préside, qui est une communauté de 26 000 habitants, qui se situe à proximité de la métropole Rouen-Normandie, mais qui est aussi dans un territoire plutôt avec une empreinte agricole assez marquée et une empreinte industrielle. Donc un territoire qui a un récit, qui a une histoire, qui a un certain nombre de contraintes. Nous avons un seul captage, donc la mission de la communauté de communes, bien évidemment, elle est de préserver ce captage, qui est celui de Limésy, qui donne de l'eau potable à l'ensemble de la population et même un peu plus largement. Et je crois que nous avons, autour de cette mission, utilisé nombre d'outils. C'est la responsabilité que vous évoquez. 2 plans d'action se sont mis en œuvre, classiquement de sensibilisation, d'accompagnement. Mais force est de constater que malgré ce travail qui a été mené par la communauté de communes, on a pu observer qu'il y avait encore, au niveau du captage, des impacts liés à des pollutions. Donc on a fait ce choix de changer de braquet, en quelque sorte, et de mettre en œuvre une stratégie foncière. Pourquoi? D'abord parce qu'on a vu que ça fonctionnait ailleurs. Parce qu'ensuite on a été accompagné, à la fois par l'agence de l'eau, par la Chambre d'agriculture de Normandie, par Terre de Liens, bref, par des opérateurs, par des structures, par des entités qui portaient une expérience, qui portaient un savoir-faire. Et c'est vrai que ce territoire est un territoire, je le disais, à contrainte, parce que au-delà de cet enjeu qui est celui de la préservation du captage pour l'eau potable, c'est aussi un territoire qui a vécu ces dernières années des épisodes marquants, douloureux parfois, d'inondations. Et donc le rapport de la population par rapport à ces enjeux est un rapport parfois qui pouvait être conflictuel entre différentes catégories économiques. Qui n'ont pas les mêmes enjeux finalement. Voilà, parce que c'est ça, en effet, au-delà, encore une fois, de cet enjeu principal qui est celui de la préservation, il y a la dynamique, c'est-à-dire le fait d'entraîner les différents acteurs, passer finalement d'une situation parfois un peu conflictuelle ou accusatrice, où on porte le doigt sur telle ou telle responsabilité, à une démarche qui entraîne tout le monde. Et c'est ce que permet justement la stratégie foncière, parce que d'abord elle s'intéresse au foncier, elle s'intéresse à l'usage du sol, elle s'intéresse aussi à l'évolution dans la durée du foncier, et puis elle permet sans doute à la collectivité d'avoir une démarche plus durable. Elle permet par exemple aux exploitants agricoles de structurer un peu différemment leur parcellaire. Elle permet aussi sans doute un dialogue, j'ai envie de dire, plus nourri, gagnant-gagnant. Elle fait en sorte d'accompagner aussi la profession agricole. Sur ce territoire, il y a quand même 130 exploitations agricoles.
Lorsqu'on a eu à mener des plans d'action, j'ai envie de dire, traditionnels, assis sur de la sensibilisation, de l'accompagnement, on n'en avait pas une majorité, c'était même une petite minorité. Aujourd'hui, on a un autre regard. Cette dynamique, elle est en train de prendre. On a la chance, au sein de notre communauté, d'avoir des agents très moteurs, très motivés. Gaël Bance, qui fait ce travail auprès des exploitants agricoles, accompagné aussi par des acteurs comme la SAFER, pour que ce dialogue existe, et surtout que la démarche s'appuie d'abord sur un principe qui est celui de l'amiable. C'est-à-dire que même s'il faut laisser supposer, bien évidemment, que si l'amiable ne fonctionne pas, il peut y avoir une démarche plus coercitive, n'en demeure pas moins que c'est ça le début du dialogue, c'est d'avoir une démarche qui est d'entrée de jeu, est une démarche, j'ai envie de dire, de compréhension des enjeux de chacun, de respect aussi de ces différents enjeux. L'accompagnement essentiel pour nous de la SAFER, c'est au niveau de la veille foncière. On a accès à ce formidable outil qui est Vigifoncier, par exemple, qui permet de voir venir les choses. Mais ce dialogue à l'amiable, cette relation, permet aussi d'avoir sur chaque foncier l'histoire, l'historique, de mesurer aussi ce que ne donnent pas les chiffres parfois, ce que ne donne pas une façon un peu parfois trop technique, mais plutôt l'humain. Il permet de nous dire voilà pourquoi tel ou tel terrain a plus d'importance que tel ou tel autre terrain, tout simplement parce qu'il y a parfois des familles, des générations d'exploitants qui ont derrière eux tout un passé, toute une histoire, tout un récit. Et la compréhension même de ce récit et de cette histoire permet parfois de qualifier en quelque sorte ce foncier de façon un peu différente. Et ça, si vous n'avez pas une démarche amiable, si vous n'êtes pas dans l'écoute, si vous n'êtes pas dans la dynamique, eh bien c'est quelque chose auquel vous passez à côté. Et ce qui est l'obsession permanente à la fois de nos agents qui s'occupent de ça, mais de l'élu qui est en charge cette politique. Je le cite parce que Daniel Gressan est à la fois exploitant agricole et en même temps maire d'une commune de la communauté de communes. C'est un élu avisé et c'est un élu qui parle avec ses confrères et a aussi ce facteur confiance qui est essentiel quelque part. Et je crois que ce qui l'obsède avant tout, et je crois qu'il a raison, c'est que vu qu'on a un unique captage, s'il y a le moindre impact en termes de pollution, le risque absolu pour nous, c'est d'avoir à distribuer des bouteilles d'eau. Et ça, on s'y refuse. Et avant d'en arriver là, il faut donc être très performant, très fort sur cette politique. Et c'est vrai que la stratégie foncière, qui existe en ce qui nous concerne depuis 2019, on voit déjà les effets qu'elle produit. Dans la participation, beaucoup plus d'exploitants, dans la compréhension, non seulement du côté du monde agricole, mais aussi du côté de la population, du côté d'associations sensibles aux questions d'environnement. Vous avez un enjeu pédagogique aussi. Exactement. On a une sensibilisation qui n'a rien de théorique, qui repose sur du concret. C'est-à-dire que toutes ces actions, on en mesure immédiatement les effets. Et puis, on n'est plus dans l'accusation. On est plutôt dans la participation. On est dans l'idée de se dire que ce captage, il est essentiel pour tout le monde et que chacun a sa place dans un espace comme le nôtre. L'activité agricole, c'est 3% de l'activité économique à l'échelle du territoire. C'est donc un enjeu essentiel. C'est d'autant plus vrai que, par ailleurs, la communauté de communes, et c'est bien normal, développe actuellement d'autres outils. Elle est en train de construire un projet de territoire, par exemple, où les premiers éléments qui apparaissent, lorsqu'on interroge la population, lorsqu'on mobilise différents acteurs, forces vives, c'est la question de la transition écologique, c'est la question des filières courtes, c'est la question de la préservation de la ressource. Ça, c'est ce qui ressort comme ça lorsqu'on interroge immédiatement la population. Il serait donc paradoxal si on s'éloignait de tout cela, et donc on va se rapprocher finalement de cette sensibilité qui émane aujourd'hui de la population. De la même façon, on va mettre en œuvre un PAT, un projet alimentaire territorial, qui est un outil aussi essentiel. Il y a des liens en tout cela. C'est-à-dire que si vous n'avez pas créé la confiance avec ces acteurs agricoles, par exemple, pas simplement eux, c'est difficile derrière de mener un travail sur les filières courtes, par exemple. Donc vous voyez, ce travail
qui est d'abord un travail en termes de politique de l'eau, préservation de la ressource, c'est ce qui nous occupe, eh bien, c'est une formidable porte d'entrée vers d'autres outils, d'autres éléments de planification pour la collectivité. Et c'est d'autant plus facile que, justement, le facteur confiance, c'est un des leviers qu'apporte aujourd'hui la stratégie foncière. Très bien. Ce qu'on comprend, Christophe Bouillon, c'est qu'en fait, vous avez mis en place une action quasiment holistique, c'est-à-dire une approche complète et globale. Combien de personnes travaillent avec vous, à vos côtés, dans votre équipe ? Alors, on est une petite communauté de communes, 26 000 habitants. On a 35 agents en tout dans cette collectivité. Et donc, la compétence eau et assainissement est une compétence essentielle en termes d'enjeux. Mais malheureusement, nos services sont très réduits. Et j'ai envie de dire, cette politique de l'eau repose sur une agent qui fait un travail formidable, Gaël Bans. Donc vous voyez... Justement, avec une si petite équipe pour pouvoir mener tous ces projets. On a à la fois son talent, sa compétence, son expérience. On a aussi l'implication des élus. C'est-à-dire on n'est pas dans une démarche où des élus, lors de réunions, décideraient d'une politique et puis point barre. Non, derrière, il y a une implication très forte. Daniel activité, qui est mon premier vice-président, eh bien, on passe beaucoup de temps en réunion, beaucoup de temps à aller voir aussi directement les acteurs. Il n'est pas du genre à rester enfermé dans un bureau ou à considérer que c'est une politique huis clos. Je crois qu'il y a une démarche personnelle et c'est ça qui compte. Donc c'est vrai qu'on compense en quelque sorte la faiblesse des moyens humains par plutôt la connaissance qu'on peut avoir de ces différents acteurs et la pratique qu'apporte un élu qui est déjà... mobilisés sur ces sujets-là. Un travail ensemble, finalement, en commun, en concertation. Exactement, c'est adaptabilité, partage et puis concertation. On est passé finalement d'une démarche qui pouvait apparaître principalement au départ comme étant plutôt coercitive, voire accusatrice, à une démarche aujourd'hui qui est clairement participative, co-construite et qui amène aussi... des changements de pied et des visions un peu différentes. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, dans ce moment que nous sommes en train de vivre, qui est celui de l'élaboration de notre projet de territoire, eh bien, on voit une participation très constructive du monde agricole qui considère qu'elle peut aussi et elle doit participer à la stratégie que l'on porte sur le territoire et que quand on s'interroge sur notre carte d'identité, qui sommes-nous finalement à l'échelle du territoire, eh bien, on est fiers aujourd'hui d'affirmer cette empreinte agricole qui participe et qui doit nous aider à participer aussi à l'effort essentiel qui est celui de la transition écologique. Très bien. Christophe Bouillon, je vous remercie. On passe à vous, Patrick Barbier. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes maire de Mutterholz et vice-président du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Alors vous, cela fait des années que vous investissez pour la préservation de l'eau. Je crois même que vous étiez un lanceur d'alerte, me semble-t-il, dans les années 80. Alors, comment vous avez commencé et pourquoi ? Alors j'ai fait partie de cette génération qui a été très tôt sensibilisée à toutes ces questions-là. J'étais ce qu'on appelle un militant de protection de la nature. J'ai été président de la Fédération régionale de protection de la nature en Alsace, Alsace Nature. À ce titre-là, d'ailleurs, j'ai siégé au comité de bassin Rhin-Meuse. J'étais le Benjamin à l'époque. Pour l'anecdote, je viens de nouveau d'y rentrer, mais cette fois en tant que vice-président du SDEA. Donc voilà. C'est un peu la boucle qui se boucle. Voilà. Donc je suis maire d'une petite commune, a priori banale. Hein. Vous avez une image là, on n'est pas loin du Rhin. On a un banc communal qui est coupé en deux. La moitié que vous voyez là à l'avant-plan, c'est la zone inondable prairiale, qualité de l'eau très bonne. Et juste derrière le bourg là que vous voyez, on a une zone non inondable et là qui est plutôt investi par l'agriculture intensive, céréalière, le maïs qui est une grosse production de la plaine d'Alsace. Et manque de peau, on a le captage d'eau là-bas. Le syndicat, d'ailleurs, avait envisagé à un moment donné de le déplacer, de le mettre dans la zone inondable. Mais bon, j'avais fait partie de ceux qui se sont opposés parce que c'était
c'était un peu se voiler la face et reculer plutôt que d'avoir une politique offensive et de se dire non, l'eau, c'est ce qu'on doit à nos concitoyens sûrement plus précieux. Et donc, on a essayé alors d'emblée du côté du syndicat, je n'étais pas encore maire, il y a eu des choses dans les années 80 qui se sont faites. Moi, en tant que lanceur d'alerte, je me rappelle bien, je faisais mes petits graphiques avec et je relevais les taux de nitrate et d'atrazine sur les analyses d'eau. Et mon graphique, je faisais partie de ceux qui annonçaient le malheur. Là, je disais, en l'an 2000, on n'aura plus d'eau potable. Et les agriculteurs m'ont fait mentir parce qu'ils ont réagi. Les lanceurs d'alerte, ça sert à ça, ça sert à provoquer des réactions. Et il y a eu la courbe, elle s'est stabilisée. Aujourd'hui, on reste un captage fragile. En gros, en moyenne, 40 mg de nitrate. On a toujours des traces d'atrazine, alors que c'est interdit depuis qu'il n'y a plus, donc on n'en utilise plus depuis au moins 20 ans. Mais on trouve toujours encore des traces. Et puis, il y a d'autres substances qui sont un peu inquiétantes. Faut dire comment les choses ont évolué, excusez-moi, depuis ces années que vous nous décrivez, dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et quel est votre constat actuellement, présentement ? Alors, le constat, c'est qu'on stabilise les choses, mais il reste quand même beaucoup d'inquiétudes dans l'ensemble de la plaine du Rhin, mais alors plus particulièrement, notre captage est un peu caractéristique des captages de la plaine du Rhin. Ils sont fragiles, on produit encore, ici, on produit de l'eau potable sans aucun traitement. On pompe dans le château d'eau et on distribue. C'est une vraie fierté dans une zone d'agriculture intensive, ce qui montre bien qu'on peut en faisant... Voilà, c'est possible. Alors, comment on fait aujourd'hui? On a une stratégie foncière. Comme mon collègue, je me suis beaucoup retrouvé dans les propos de mon collègue. La différence, c'est que nous, on n'est pas dans l'acquisition parce que l'héritage de l'histoire fait que, par exemple, ma commune, on est propriétaire de 350 hectares de terres agricoles sur un banc communal, un territoire communal de 1200 hectares. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc, la question, c'est pas d'acquérir, c'est de maîtriser. J'aime bien le mot maîtrise foncière parce qu'on a beau être propriétaire d'un terrain, si on ne s'en occupe pas, si on ne rentre pas en dialogue avec les exploitants agricoles, les exploitants agricoles font ce qu'ils veulent. Donc nous, on essaie de se servir de ce patrimoine comme un levier pour une politique de l'eau et une politique agricole intégrée à cette politique de l'eau. Alors, comment on fait? On a des outils. On s'appuie bien sûr beaucoup sur le syndicat, le grand syndicat de l'eau et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. C'est un des plus grands syndicats français. C'est une vraie ingénierie mutualisée. Une commune de 2200 habitants, vous ne m'avez pas demandé mes collaborateurs, mais vous imaginez bien que c'est à l'échelle de ma commune. Ils sont très motivés, mais ils ne peuvent pas avoir toutes les compétences. Donc, évidemment, on s'appuie sur l'ingénierie du SDEA qui nous aide dans cette stratégie de maîtrise foncière. Donc, petit à petit, on essaye de modifier les pratiques de nos exploitants par le biais du bail rural. Alors, c'est-à-dire il y a le dialogue, bien sûr, mais il y a surtout un moment clé qu'on a découvert, c'est le départ à la retraite. Il y a des départs à la retraite, comme dans tous les métiers. Il y a une tendance, alors je ne sais pas si elle est nationale, en tout cas chez nous en Alsace, c'est un peu de transmettre dans la famille, même quand la famille n'est pas vraiment agriculteur, quoi. Et donc ça continue comme ça au fil de l'eau. Nous, on regarde clairement, et puis il y a la profession d'ailleurs qui nous rappelle qu'il y a des lois, que la transmission après la retraite, elle est de droit quand on a un fils ou une fille qui est exploitant, mais sinon ça doit être redistribué, notamment aux jeunes agriculteurs. Oui, donc quelle stratégie pour transmettre au-delà de l'aspect familial? C'est d'affirmer notre stratégie déjà, alors bien sûr le dialogue, mais aussi d'affirmer, vous l'avez dit, d'affirmer les ambitions d'une communauté, d'une commune, d'un syndicat, et donc de demander aux agriculteurs des efforts par rapport à la qualité de l'eau. Alors c'est une stratégie qui évolue. On a commencé il y a quelques années en affirmant que dorénavant, la redistribution des terres communales, c'était priorité au bio. Résultat, on a eu une conversion en bio dans un agriculteur qui était... Du coup, aujourd'hui, sur les... Alors, c'est une petite commune, on a 4 exploitations agricoles, on en a 2 en bio,
un en agriculture de conservation et un troisième en agriculture raisonnée. La priorité au bio a provoqué la réaction des deux autres qui nous ont dit nous, on n'aura plus jamais rien. Et voilà. Et donc, le dialogue là récent a induit un système qui serait un peu long techniquement à expliquer, mais un système de compensation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réouvre la possibilité d'obtenir des terres à tous les agriculteurs, mais on leur demande des efforts sur l'ensemble de leur exploitation. Alors, en appui, bien sûr, on a les outils, le bail rural environnemental, les obligations réelles environnementales qu'on est en train de mettre en œuvre, les paiements pour services environnementaux, point d'interrogation encore, c'est compliqué, c'est en cours de mise en place. Mais vraiment, l'outil principal, mon collègue l'a dit, c'est le dialogue, et le dialogue, c'est l'écoute. C'est l'écoute réciproque. Nous, on l'a carrément institutionnalisé, le dialogue avec les agriculteurs. Il est structuré, organisé. Alors, je ne l'ai pas dit, la particularité à Muttersol, c'est qu'on a la première maison de la nature en France, chronologiquement et probablement en termes d'importance. On a, depuis une bonne 50aine d'années, donc l'éducation à l'environnement, chez nous, ce n'est pas un vain mot. Les gamins du village, depuis 2 générations, sont très sensibilisés à toutes ces questions-là. Et à la Maison de la Nature, aujourd'hui, il y a deux chargés de mission pour le dialogue territorial. Donc, ils travaillent pour le syndicat et pour la commune et pour d'autres communes pour organiser, pour institutionnaliser et puis pour créer un dialogue permanent. Donc, les réunions se font souvent avec le dialogue, c'est un métier aussi. Et on arrive comme ça à des résultats tout à fait intéressants. D'accord. Une dernière question. Vous étiez un lanceur d'alerte dans les années 80. Alors moi, j'aime bien penser un petit peu en termes de temps long, de prospective. On part dans une génération en 2040. Quel serait l'état des lieux si nous étions en 2040 que vous feriez aujourd'hui? Exercice difficile. Non, moi j'aime bien la prospective quand on veut changer le monde, on se projette. Bon, mais on sait qu'il faut avoir de la patience, qu'il faut voir le temps long. Moi, je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste. C'est une expression que j'aime beaucoup. La raison pourrait nous amener au pessimisme, mais je suis assez confiant sur le fait que l'humanité est capable de se ressaisir et de trouver des solutions. Tous les territoires comme les nôtres, il y a plein de solutions qui, si elles sont généralisées, permettront d'avoir toujours de l'eau potable, d'avoir toujours des belles rivières et une agriculture, bien sûr, c'est important d'avoir une agriculture de qualité. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est, je fais souvent remarquer, économie, écologie, si vous les superposez, il y a juste 2 lettres de différence, c'est les 2 faces d'une même pièce. Et aujourd'hui, il faut absolument tenir les 2 bouts. L'économie, c'est le court terme. C'est comment on se nourrit, comment on se déplace, comment on cultive nos enfants à court terme aujourd'hui. Et l'écologie, en fait, c'est la même chose, mais c'est à long terme. C'est penser à 2040. Très bien. Patrick Barbier, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, nous avons également sollicité un autre témoignage, d'autres témoignages, c'est celui des consommateurs, j'ai envie de dire, d'eau potable dont nous parlons depuis tout à l'heure. Donc, écoutons leur point de vue avec Isabelle Gaillard, vice-présidente du comité du bassin Seine-Normandie et présidente de l'Union départementale des familles de l'Essonne. Nous sommes avec elle, mais virtuellement, et nous l'écoutons. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration du 11e programme de l'Agence de l'eau Seine-Normandie en tant que représentante des familles consommatrices, entre autres, d'eau potable. Alors, quand on sait que ce sont les foyers domestiques qui payent la plus grande part de la redevance eau, c'est une responsabilité assez importante. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est le principe que j'ai soutenu pendant toute l'élaboration du stage, c'est prendre en compte l'approche préventive et non pas se borner, je veux dire, aux travaux curatifs. Alors ça, c'est dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine de l'alimentation en eau potable. Alors, sur ce point, le 11e programme innove. Parce qu'il innove au travers de différents outils, dont le contrat eau et climat.
Alors, le contrat eau et climat conditionne les aides de l'agence à des engagements d'adaptation au changement climatique. Et en ce qui concerne l'eau potable, eh bien, il n'y a pas d'aide de l'agence sans mise en place de mesures d'action préventive sur les captages pour protéger la ressource en eau. Alors, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi on fait ça? Eh bien, parce que les travaux qui tournent autour de l'eau potable sont majoritairement dus à la dégradation de la ressource. Et ça, je le vois en commission d'aide, c'est-à-dire tous les projets à aider, la majorité des projets à aider pour l'eau potable, ce sont des travaux d'interconnexion suite à l'abandon de captage, ce sont des forages vers des sources de plus en plus profondes, ce sont de nouvelles usines d'eau potable pour un excès persistant de nitrates, etc. Et tout ça, ça coûte énormément aux collectivités. Ça a coûté aux collectivités sur 6 ans, de la durée du programme, 450 millions d'euros, pour aider à hauteur de 150 millions par les agences de l'eau. Et là, je parle que des investissements. Mais vous savez tous que le fonctionnement d'une usine de traitement, ça coûte très cher. Donc, qui paye c'est le consommateur d'eau et c'est le contribuable. Alors moi, je pose la question, est-ce vraiment raisonnable, dans le contexte actuel, de continuer, moi, ce que j'appelle la fuite en avant? Donc, d'autant que maintenant, des solutions existent. Il y a tout un panel d'actions qui permettent de ne pas se retrouver dans cette situation coûteuse et grave. Il y a de l'animation, il y a du conseil aux agriculteurs, il y a des mesures agro-environnementales, des paiements pour services environnementaux. Et nous, ce qui nous semble important avec toutes ces mesures, c'est la connaissance. Alors, la connaissance des aires d'alimentation de captage, puisque c'est de ça dont nous parlons, savoir où, quand et comment, et agir prioritairement pour être efficace et, si possible, au moindre coût. Pour ce faire, le 11e programme a ajouté une aide à hauteur de 80% pour lancer ce qu'on appelle la stratégie de maîtrise foncière. Alors, pas de panique, il ne s'agit pas d'acheter toutes les aires de captage, mais il s'agit de faire un diagnostic pour définir des objectifs. Et les élus, bien évidemment, sont au cœur du dispositif. Et cette nouvelle aide de l'agence va les aider à encore mieux connaître leur territoire, à identifier les enjeux environnementaux et économiques, et surtout à trouver, au final, c'est le but, à trouver les meilleures solutions pour concilier les intérêts de tous les acteurs avec la préservation de la ressource. Et ça, à court, moyen et long terme. Moi, je conclurai en disant ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, et je vous remercie. Alors Isabelle Gaillard était avec nous virtuellement, nous la remercions. Alors évidemment, nous sommes ici et nous avons organisé ce colloque pour mettre en lumière les solutions. Mais juste avant de reprendre cette table ronde, j'aimerais vous demander une réaction par rapport aux propos d'Isabelle Gaillard, dégradation de la ressource, abandon de captage. Je ne vais pas me lancer dans une litanie mortifère. Qui souhaite réagir ? N'ayez pas peur de réagir aux propos d'Isabelle Gaillard. Je veux bien. Oui. Juste, bien sûr, quand on regarde les impacts des ruissellements de l'ensemble du système agricole sur les points de captage, on peut rapidement considérer que le travail de protection de ces points de captage est indispensable et qu'il pourrait, entre guillemets, compenser l'ensemble des points négatifs. J'en suis désolé, mais ce n'est pas forcément le seul point d'attaque. Certes, en regard des ruissellements et tout, elle a entièrement raison sur l'ensemble des actions
qu'elles mettent en avant. Néanmoins, je regarde par exemple sur l'ensemble du territoire de la métropole Rouen-Normandie, il y a 21 points de captage. Sur ces 21 points de captage qui permettent de couvrir la totalité de la superficie, eh bien, il y a des natures qui sont différentes et des fournitures, entre guillemets, d'eau potable qui sont elles aussi différentes en fonction des terrains, turbidité, ruissellement, pollution agricole, etc. Et le simple fait de traiter ces captages ne permettrait pas, par exemple, en point de saturation, de ne pas mettre en place des relations entre les différents points de captage pour pouvoir permettre la continuité du service de distribution d'eau. Et puis, il faut voir la volumétrie nécessaire sur l'ensemble de ce territoire qui nécessite forcément l'utilisation multiple de captage, même si on en a un qui couvre 67% à lui tout seul de la production nécessaire. Si les évolutions climatiques, la raréfaction de la hauteur des nappes, etc., fait qu'un certain nombre de points de captage ne permet plus la fourniture, eh bien, même l'existant de ce gros centre ne sera pas suffisant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu d'études de recherche d'un point de captage supplémentaire pour couvrir pas que le territoire de la métropole, aussi sur le département de l'Eure à côté, un nouveau gros point de captage, parce que le besoin de la volumétrie est obligatoirement nécessaire et la simple défense que je partage, la simple défense des points de captage ne sera pas suffisante. D'accord, très bien, on vous a entendu, Jean-Pierre Bruno, merci beaucoup. Alors avant de reprendre cette table ronde à la maison, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants qui se feront un plaisir de vous répondre à la fin de cette première table ronde. Je vous rappelle aussi que ce livret met en lumière absolument toutes les solutions dont nous allons parler aujourd'hui et bien d'autres encore, ainsi que des liens avec les sites internet de vos intervenants, et téléchargeable depuis notre plateforme. Voilà, et nous continuons avec vous, Guillaume Rioux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agriculteur, éleveur et président de la FNAB, qui est la Fédération nationale d'agriculture biologique, et vous avez donc une vision de l'agriculture bio à l'échelle nationale. Alors, première question, où en sommes-nous aujourd'hui ? Lorsque l'on sait que 40% des agriculteurs, me semble-t-il, vont partir à la retraite d'ici les 8 prochaines années, c'est ça ? Oui, tout à fait, effectivement. Alors la bio se porte formidablement bien. Ouais. On arrive bientôt à 50 000 fermes dans notre pays, bientôt 10% de la SAU. C'est plus de 12 milliards d'euros de consommation en France. Le tendanciel nous amène rapidement vers 20 milliards d'euros. Mais pour autant, effectivement, il y a une forme de danger qui est au-dessus de nous, qui est la question du renouvellement des générations en agriculture. Alors, je sais pas, je crois que j'avais une slide d'ailleurs qui vont apparaître incessamment sous peu. Effectivement, cette slide qui fait suite à une étude qui est sortie dans Le Monde assez récemment nous montre un petit peu l'âge des populations agricoles, les dynamiques de population agricole, avec certaines concentrations, notamment dans les zones d'élevage. Mais on voit que l'agence de l'eau, le territoire hydrogéographique de l'agence de l'eau Seine-Normandie est aussi très concerné. Bien sûr, il y a aussi là des questions de zones d'élevage. Et l'agriculture biologique n'est pas exempte de cette grande question de renouvellement générationnel, bien qu'il y ait de nombreux jeunes agriculteurs qui arrivent à la bio, qui s'installent. Aujourd'hui, il y a quelques années, nous étions autour de 10-15% d'installations au bio. Aujourd'hui, c'est plutôt un tiers des installations qui sont en agriculture biologique. Pour autant, pour des questions parfois d'opportunité et puis de fin de carrière un peu plus douce, un grand nombre d'agriculteurs, d'agricultrices font aussi le choix de la conversion pour les 5 dernières années. Voilà, donc on a vraiment cette question de renouvellement générationnel, d'occupation, d'aménagement du territoire et de transmission-installation qui est au cœur du sujet de la stratégie foncière. Parce qu'il n'y aura pas de stratégie foncière, il n'y aura pas de développement économique, ça c'est très important, sans femmes et hommes sur les territoires demain. Alors justement, comment faire en sorte que cette transmission se fasse ? Comment faire en sorte que certaines fermes en fait, se transforment en des fermes biologiques ? C'est tout un travail en amont, finalement. Et est-ce qu'on a le temps aujourd'hui Bien sûr, c'est en amont. Et tout à l'heure, je voudrais peut-être rebondir sur le propos de Madame Gaillard, qui évoquait la question de la curation versus la question de la prévention. C'est essentiel dans ce message. Il faut
la prévention est toujours moins coûteuse que la curation, et ça va être vrai aussi, non seulement sur les questions géophysiques, mais aussi sur les questions sociales, sociologiques, de renouvellement générationnel. Et là, il y a un petit peu une impasse, hein, vous le disiez tout à l'heure, autre étude de la MSA qui nous montre que 45% des populations vont arriver à l'âge de la retraite en 2026. 2026, c'est demain. Nous sommes déjà en 2021 bientôt. C'est dans 5 ans. Ça va aller très très vite. Et là, c'est les questions du temps court et du temps long et de notre rapport à la temporalité qui sont posées. Alors nous, on a fait à la FNAB, nos équipes ont mené un petit peu une étude pour voir où étaient les freins de ce renouvellement générationnel. Alors ils sont un petit peu de deux ordres. La question de l'émergence de nouveaux acteurs, puisque nous, en population agricole, nous avons du mal à intéresser nos enfants au métier. Il faudra donc nécessairement... Pour quelle raison aujourd'hui ? Alors, il y a des questions d'occupation du temps, des questions de lien au temps aussi, d'asservissement au métier. Et ça, aujourd'hui, je vais y revenir, mais c'est très difficile à vivre, et notamment sur les questions d'élevage, par exemple. Mais pas seulement, vous savez, le métier d'agriculteur nécessite un investissement 365 jours par an, et alors que nous sommes aujourd'hui à 35 heures, et peut-être demain encore beaucoup moins, avec l'avènement du revenu universel, par exemple, je ne sais pas, mais nous verrons. Mais voilà, ça pose vraiment une question dans son rapport au temps de travail, dans son rapport au travail. Et peut-être un petit peu loin, mais dans ces questions d'asservissement, oui, de tripalium, d'efforts donnés, notre société ne véhicule pas forcément ça, donc il y a un petit peu une adéquation qui n'est pas parfaite. Et puis l'autre adéquation, elle est par rapport au caractère individuel du métier. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans le métier souhaiteraient plutôt travailler en collectif et puis avoir une forme de souplesse. La question de la pluriactivité, ces 30 dernières années, la profession agricole a voulu spécialiser les agriculteurs, non seulement dans des spécialisations de territoire, spécialisations de production, mais aussi des spécialisations du métier. Or, on voit dans d'autres pays européens, je pense à l'Italie par exemple, la pluriactivité. Le matin, vous êtes à l'usine chez Fiat ou bûcheron, et l'après-midi, vous êtes agriculteur. Ça, c'est une approche qui est aujourd'hui très souhaitée par le polymorphisme de nos existences, finalement. Et puis, il y a la question de l'adéquation aussi, au-delà des questions sociologiques, entre ce qui est proposé et ce que les jeunes agriculteurs, les jeunes futurs agriculteurs, les jeunes citadins qui arrivent au métier pourraient souhaiter. Et là, l'adéquation n'est pas parfaite non plus. Je vous disais tout à l'heure, 45% de la population va arriver à l'âge de la retraite. Ça veut dire que sur 28 millions d'hectares de surface agricole utile en France, probablement 10-12 millions d'hectares vont se libérer. C'est absolument vertigineux. Ça veut dire que des grandes surfaces vont se libérer. Or, aujourd'hui, les nouveaux entrants dans le métier, des fois, pas forcément des jeunes, hein. Il peut y avoir aussi des personnes de 40 ans qui souhaitent une reconversion professionnelle, voire une reconversion existentielle. C'est possible à 40 ans ? Oui, bien sûr, tout est toujours possible. Bien sûr, on peut devenir agriculteur à 40 ans comme on peut le devenir à 20 ou peut-être même à 50. Mais le désir de ces nouveaux agriculteurs, ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole, c'est pas forcément la ferme de grande surface ou d'élevage, etc. Et alors, c'est un petit peu caricatural, mais souvent les gens viennent pour faire du maraîchage, de la transformation fromagère caprine, par exemple. Voilà. Mais ça ne va pas répondre à l'enjeu des agences de l'eau, de la reconquête du bon état des eaux, qui est dégradé dans bon nombre de territoires. Donc il va falloir réfléchir aussi comment intéresser, motiver des jeunes à imaginer peut-être l'extensification de l'agriculture. Je pense à tous ces jeunes qui sont issus notamment des études de protection de la nature. Voilà. Il n'y a pas forcément toujours un lien avec la production agricole. Il faudra peut-être imaginer le métier différemment. Ça se traduirait comment, si vous aviez un ou deux exemples concrets? Si on devait le traduire, il faudrait des politiques publiques qui soient très fortement appuyées. D'ailleurs, on le retrouve dans le parcours, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais dans la question du parcours à l'installation, là aussi, il y aura de gros efforts. Alors, il y a un cadre qui existe aujourd'hui, mais il n'est sans doute pas suffisant, pas suffisamment motivant. Il y a un tas de mesures qui existent dans le second pilier de la PAC. Les collectivités aussi commencent à s'intéresser à la chose, mais ce n'est pas suffisant au vu de l'ampleur des chiffres du quantitatif qu'on doit appréhender. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons, dans les mois qui viennent, reconstruire le plan stratégique national de la future PAC. Les régions vont sans doute perdre la question de la gestion quantitative des surfaces, qui est d'ailleurs une question, alors que dans la programmation précédente, les aides surfaciques bio, MAEC, protection des écosystèmes étaient dévolues aux régions. Ça remonte en gestion État. En revanche, sans doute que le deal va peut-être être de redonner plus de responsabilités aux grandes régions pour l'installation, pour l'investissement. Et moi, je pense qu'il y a des grands plans d'installation dans les régions à imaginer par les régions, par leurs présidents, leurs présidentes,
en coopération avec les élus locaux, avec l'intercommunalité. La loi NOTRe, la loi MAPTAM donne compétence aujourd'hui renforcée depuis 2014, depuis 2015 à l'intercommunalité, non seulement sur la protection des milieux aquatiques avec la compétence GEMAPI, mais aussi en termes d'investissement public sur l'installation, pourrait être un exemple, mais sur le développement économique et sur les questions d'aménagement du territoire plus globalement. Donc il y a sans doute 1250, je crois, EPCI dans notre pays aujourd'hui. Elles ont le droit, la possibilité par la loi et le devoir d'investir ce champ d'activité, puisqu'en plus elles sont aujourd'hui responsables de la protection de l'eau potable, des milieux, etc. Enfin, des écosystèmes au sens large. Donc il y a vraiment cette question de l'investissement public qui doit être menée en coopération, bien sûr, avec toutes les institutions agricoles du pays qui existent, les chambres d'agriculture, les SAFER, les répertoires des parts installations, et puis tout le tissu associatif qu'elle a aussi pour dynamiser, parce que tout ça, ça ne se fera pas sans animation sur les territoires. Vous savez, pour appréhender ce métier, c'est long lorsqu'on n'est pas issu du milieu agricole. Il y a toute une culture à apprendre, bien sûr un acte technique, un acte entrepreneurial, mais aussi une culture rurale qui aujourd'hui, à mon sens, est en danger et risque de disparaître, alors que quand même il s'est passé quelque chose depuis quelques mois. Cette crise sanitaire interroge aussi les fondamentaux tels que je viens de vous les décrire, mais interroge fortement l'avenir. Vous avez pu voir, et je crois que la Fédération de l'immobilier fait la démonstration qu'il y a une fuite, peut-être un exode urbain qui est en train de se préparer. Et cette question de sécurité, vous savez, la sécurité, on l'appréhende toujours par la question de la sécurité pénale, la sécurité attentatoire, la sécurité physique, mais il y a d'autres formes de sécurité. La sécurité alimentaire, on a vu nos concitoyens s'inquiéter sur la possibilité d'avoir une alimentation en quantité mais aussi en qualité ces derniers mois. Il y a la question de la sécurité de l'habitat, on connaît les prix parisiens par exemple aujourd'hui, alors que il y a plein de villages dans notre beau pays qui ne demandent qu'à accueillir de jeunes habitants. La sécurité professionnelle, vous voyez, la fragilité du tissu économique aujourd'hui, quel sera le chômage demain, quelle sera la relation à l'emploi, c'est très précaire tout ça. L'agriculture offre à la possibilité d'accueillir en nombre de jeunes urbains, par exemple. Je pense à eux, puisque les jeunes ruraux, manifestement, ont du mal à venir au métier d'agriculteur. Et il y a vraiment une ressource d'emploi sur les territoires qui est formidable. Alors, venez nous rejoindre en agriculture biologique, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent. C'est vraiment une satisfaction pleine et entière. Guillaume Riou, merci. Je pense que le message est passé. Dernière question, est-ce que vous pensez que aussi pour assurer ce renouvellement des générationnels, il faudrait faire un focus uniquement sur l'agriculture bio? Alors, vous savez, moi les discours monolithiques, je m'en préserve toujours. L'agriculture biologique est sans doute un horizon à atteindre. Il y a des plans. Je vous fais référence aussi au plan Ambition Bio 2022 du président de la République, Emmanuel Macron, qui veut nous emmener vers 15% de la surface agricole utile à l'horizon 2022. On n'y arrivera pas, on est à 10%. Il aurait fallu convertir 600-700 000 hectares par an. Nous sommes aujourd'hui qu'à 300 000 les bonnes années. Et puis, il y a un plan européen, une stratégie Farm to Fork, le Green Deal qui intègre cette stratégie Farm to Fork, et aussi la question de la stratégie biodiversité à l'horizon 2030, avec, en filigrane, l'agriculture biologique, avec un objectif d'Ursula von der Leyen d'atteindre 25% de la surface agricole utile dans notre pays. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 10%, donc il y a tout un chemin à parcourir. Et oui, il faudrait... C'est le seul système officiel de qualité qui garantit l'absence d'utilisation de produits de synthèse, de pesticides de synthèse. Voilà, donc c'est évidemment un horizon à atteindre, et s'il faut passer par d'autres étapes auparavant, pourquoi pas. Et là, on rejoint la question du dialogue territorial et de la transition agricole de notre pays. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Ouais. La prochaine PAC va nous emmener à l'horizon 2030, et il sera grand temps d'intervenir. En tout cas, au moins, on connaît la feuille de route. Merci, Guillaume Riou. Aménagement du territoire rime aussi avec collaboration. Avec nous pour en parler maintenant, Jean-Pierre Brognaud, qui a pris la parole tout à l'heure, avec Thierry Bussy. Jean-Pierre Brognaud, donc je vais vous présenter. Vous êtes maire de Gouy et vice-président de la métropole de Rouen. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les enjeux de votre territoire sur la préservation de l'eau potable? Alors, pour rester focalisé sur... le problème des points de captage, etc. Ils sont rentrés dans d'autres scénarios dont je parlais juste à l'instant. À l'échelle de la métropole, il n'y a pas, à aujourd'hui, il y a une démarche de maîtrise foncière, il n'y a pas à parler de stratégie foncière. La démarche, c'est d'abord de faire une photographie
de l'existant sur les évolutions des ventes, des cessions agricoles, des terrains qui sont en position, par rapport au point de captage, en position d'être protégés des ruissellements de pollution. On a pour le moment démarré une stratégie à double détente. Première stratégie qui est de constituer un groupe de réflexion sur justement cette photographie. L'objectif, c'est d'obtenir à fin 2020, mi-2021, une photographie complète, oui. De démarcher ensuite sur toutes les possibilités, évidemment en relation, et notamment avec la SAFER, mais en relation avec les instances en place, du potentiel des terres pouvant être alors acquises. J'ai bien aimé le terme tout à l'heure de maîtrise et non pas d'acquisition. Il ne s'agit pas forcément d'acquérir peut-être les terres qui sont à proximité immédiate des points de captage et en position haute, mais pas d'acquérir la totalité des terres à proximité de ces points, mais bien d'en maîtriser l'évolution et la culture. Dans un deuxième temps, 2021, c'est aboutir à une vraie charte foncière au niveau de la métropole et qui couvrira évidemment l'ensemble du territoire de la métropole. En regard et en amont, mon collègue Christophe Bouillon en parlait tout à l'heure, il y a des travaux qui sont faits par les syndicats de bassin, par les communautés de communes qui sont hors ou à proximité de la métropole, de travailler le relationnel avec les agriculteurs, tous les moyens qui sont mis. Je dois dire qu'en ce qui concerne le relationnel, il y a des syndicats qui sont plus en avance que d'autres, mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est une présence, je ne dis pas une maturité intellectuelle, mais une présence aux réunions ou à la communication qui aujourd'hui est quand même un peu en retrait. Il y a un net envie pour un certain nombre d'agriculteurs qui sont dans cette démarche. Il y a besoin de convertir encore pratiquement une moitié des autres agriculteurs pour tout un tas de raisons, hein, temps, possibilité d'admission, finances, etc. etc. Parallèlement à cette double détente de charte foncière à écrire, donc 2021, on va se donner comme échéance, eh bien, dès lors, on travaille en relation, et notamment avec la SAFER, puisque on utilise un outil sur lequel, depuis 2020, il y a eu un contrat qui a été fait avec la SAFER pour pouvoir utiliser Vigifoncier. Ça, on va en parler juste après le Vigifoncier. Merci Jean-Pierre Brognaud. Alors Thierry Bussy, je vous donne la parole maintenant. Vous êtes vice-président de la SAFER que l'on vient d'évoquer, la SAFER Grand Est. Pouvez-vous nous présenter, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, les missions de la SAFER et nous dire comment vous travaillez avec les collectivités de votre région, notamment avec Jean-Pierre Brognaud? Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis là en tant que représentant des SAFER. Avant, effectivement, de répondre à votre question, je vais faire quand même un petit focus, avant de parler des missions des SAFER, sur l'agriculture et le renouvellement des générations, hein, puisque c'est une des clés, effectivement, de la maîtrise foncière de demain. Et on voit que ce challenge, dont c'est notre priorité, hein, le renouvellement des générations au sein des SAFER, historiquement, puisque c'est notre première mission, hein, renouvellement des générations, confortation des petites structures, est mis à mal aujourd'hui. Et si on n'intervient pas fortement, effectivement, on n'arrivera pas à renouveler nos générations dans les quelques années qui viennent, où il y a à peu près pas loin de 50% effectivement des exploitations qui sont transmises. Alors je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, si on n'intervient pas sur certains phénomènes, on ne renouvellera pas nos générations et ça posera effectivement des problèmes à terme pour les collectivités, puisqu'elles ne maîtriseront plus le foncier, elles ne pourront plus maîtriser le foncier, puisque ce foncier nous échappera. Alors aujourd'hui, on en voit apparaître des phénomènes effectivement de contournement, des phénomènes de nouveaux modèles effectivement d'exploitation, type le travail à façon. On parlait effectivement de ces agriculteurs qui partent en retraite. Aujourd'hui, on a un certain nombre qui partent en retraite, mais ils ne cèdent pas leur exploitation. Soit ils la gardent et ils la font faire en prestation intégrale à 100%, soit ils la cèdent à leurs enfants qui font des sociétés et qui font également faire le travail en prestation à 100%. Donc ce foncier, effectivement, ces exploitations aujourd'hui échappent complètement au renouvellement des générations.
Et à chaque fois qu'on a une exploitation qui part effectivement en travail en prestation, c'est une installation que l'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ça, c'est le premier point sur lequel c'est des phénomènes qui deviennent très très importants dans certaines régions, notamment dans la région Grand Est. Deuxième point, effectivement, sur l'acquisition du foncier. Aujourd'hui, c'est les acquisitions, c'est le foncier qui est aujourd'hui, qui change de destination via des transferts de parts de société. Aujourd'hui, les SAFER, donc, qui est un outil, la SAFER, c'est un outil au service effectivement des politiques publiques et des politiques agricoles. Aujourd'hui, on ne peut pas intervenir sur une partie effectivement de ces transferts de parts de société. Juste un chiffre, ça représente à peu près aujourd'hui 50% effectivement du foncier qui est cédé. Donc c'est énorme, et si on ne peut pas intervenir sur ces transferts de parts de société, puisqu'aujourd'hui le législateur nous a donné effectivement le moyen d'intervenir à condition qu'il y ait 100% des parts de société qui soient transmises, et là on peut effectivement intervenir, mais en dessous, et on voit, on a fait des études effectivement sur ces phénomènes, on voit effectivement qu'on a une multitude de sociétés, une multitude qui ne représente pas forcément un grand pourcentage de sociétés, mais qui représente dans ces parts de société énormément de foncier, et c'est juste un moyen de contourner effectivement le droit de préemption des SAFER. Donc vous avez parlé tout à l'heure de lanceur d'alerte, c'est notre rôle d'être là comme lanceur d'alerte. Donc on l'a malheureusement, je fais partie de la région Grand Est aujourd'hui, mais j'étais également avant président de la région de la SAFER Champagne-Ardenne. Je peux vous dire que malheureusement, c'est des phénomènes qui viennent de chez nous. Le démembrement de propriété, il y a 10 ans, aujourd'hui c'était un moyen de contournement. Le travail à façon, c'est aujourd'hui aussi un moyen de contournement et un moyen de financiarisation du foncier. Et effectivement, ces transmissions de parts de société qui nous échappent aujourd'hui complètement. Alors je vous dire, on a cru effectivement qu'on allait régler une bonne partie de ces problèmes via la loi foncière qui avait été annoncée par le président de la République plusieurs fois. Malheureusement, pour des raisons politiques, pour des raisons aussi de calendrier, cette loi ne verra pas le jour. Aujourd'hui, on est quasiment sûr, avant la fin du mandat du président Macron. Simplement, il y a quand même des choses qui sont en cours actuellement, puisqu'on a un nouveau ministre de l'Agriculture qui s'est emparé de ce dossier, notamment des transferts de parts de société, puisque c'est un sujet aujourd'hui récurrent qui fait que, en plus, ça fait monter les prix du foncier et que demain, il n'y aura plus d'accès effectivement au foncier pour ces jeunes. Et si on ne maîtrise pas le foncier, on ne pourra pas renouveler les générations, on ne pourra pas, en lien avec les collectivités, faire un travail effectivement d'échange pour essayer d'avoir des pratiques qui changent effectivement à la fois sur des aires d'alimentation, sur des bassins d'alimentation, voire sur des captages rapprochés. Donc ça veut dire qu'il faut que le législateur et que nos politiques publiques s'emparent aussi de ces phénomènes. Et si effectivement, si on veut garder une agriculture riche, l'agriculture au sens large, parce qu'effectivement, vous représentez l'agriculture biologique, qui fait partie de l'agriculture pour moi, puisque nous, effectivement, au niveau des SAFER, on est organisé avec un conseil d'administration qui est aujourd'hui, qui représente l'ensemble des parties prenantes du monde rural et du monde qui touche au foncier, qui touche à l'agriculture, mais aussi des collectivités, puisque dedans, on a un collège complet où sont représentés les départements, les régions, l'association des maires, ce qui fait que on a des déclinaisons au niveau des départements, puisque on a des conseils, des comités techniques départementaux, où tout le conseil d'administration et toutes les personnes qui touchent effectivement à ces problématiques foncières font partie. Et à chaque fois qu'il y a des acquisitions, des rétrocessions, on a un comité tous les 45 jours qui attribue, après appel à candidature, à les personnes qui seront choisies effectivement par ces comités techniques, où, je le rappelle, aujourd'hui, tout le monde est présent dans ces comités techniques, quasiment. Je ne pense pas, d'ailleurs, moi, en tant que président de comité technique, que j'ai refusé l'entrée de quelqu'un pour donner un point de vue sur des problématiques diverses et variées, bien évidemment, les collectivités. Alors après, pour revenir rapidement sur les missions, parce que pour ne pas être trop long, mais je pense que c'était un point important, parce qu'effectivement, si on veut avoir de l'influence, effectivement, les uns et les autres, parce que quand je vous parle de financiarisation du foncier, aujourd'hui, on sait que le foncier, il est très convoité, et qu'on a des gens et des organisations qui sont capables de mettre beaucoup d'argent, effectivement, pour maîtriser le foncier. Alors, on a eu un exemple avec les Chinois en France, mais c'était juste un exemple qui a fait que ça a mis un focus sur ces pratiques. La financiarisation, aujourd'hui, elle est française, elle est franco-française avant tout. Mais on a des gens qui sont capables, et on a une concentration aujourd'hui, effectivement, du foncier agricole comme des structures agricoles qui peuvent, effectivement, si on ne prend pas des mesures
rapidement faire évoluer le modèle et aller vers un modèle qu'on ne souhaiterait pas, puisque quand vous avez plus d'agriculteurs ou d'agricultrices sur des territoires, c'est une perte de valeur ajoutée, de diversification, et ça on le constate, et c'est quelque chose qu'on a alerté, dont on a alerté effectivement les pouvoirs publics, et on espère effectivement que ça va avancer rapidement, parce que voilà, on l'a dit, 10 ans c'est court, renouvellement des générations à 50% dans les 10 ans, c'est très très court, donc il faut aller très très vite. Mais on est aussi partie prenante par rapport à toutes ces problématiques. Alors après, rapidement sur les missions. Voilà. Donc la première mission, je vous l'ai dit, effectivement, ce renouvellement des générations, confortation des exploitations, aménagement, restructuration, effectivement, parcellaire. Ça, c'était la première mission confiée par le législateur. La deuxième mission, ça a été auprès des collectivités, d'avoir une vraie politique auprès des collectivités, mais aussi surtout pour compenser l'outil de travail des agriculteurs, puisque de leur économie agricole, puisqu'à partir du moment où vous faites une emprise pour des projets quels qu'ils soient, publics ou privés, l'agriculteur, enfin le foncier qui est pris à ces agriculteurs devait leur être compensé, effectivement, pour qu'ils gardent leur outil de travail. Donc ça, c'était aussi la deuxième mission qui était une mission forte auprès des collectivités. Troisième mission, effectivement, la mission environnementale. Donc là, on en rentre effectivement dans le cadre de cette journée où, effectivement, protection des ressources, mais protection des ressources au sens large, pas forcément que la protection de l'eau. Voilà, donc ça, c'est très très large. Et la quatrième mission, effectivement, c'est l'Observatoire du foncier, puisqu'on a toutes les notifications qui arrivent, les notifications de vente, puisque les notaires ont obligation de notifier les SAFER à chaque fois qu'il y a une vente. Donc, suite à ça, nous, on a un observatoire du foncier qui fait qu'on fait des analyses et tous les ans, on sort effectivement des prix, des références par région, par petite région, et surtout l'évolution des prix, l'évolution des structures. Et c'est là qu'effectivement, on est lanceur d'alerte par rapport à ces problématiques. Donc après, effectivement, nous, on a souhaité... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, dans le conseil d'administration comme dans le comité technique des SAFER, tout le monde est représenté, y compris les associations environnementales, puisque c'est une obligation par la loi aujourd'hui d'avoir des organisations environnementales dans le conseil d'administration. Ce qui fait que ça nous permet effectivement de discuter largement. On ne discute pas qu'avec le monde agricole, mais moi, pour parler du sujet du jour, je peux vous dire que quand on a mis en place la cellule CAFO au niveau de la région Champagne-Ardenne, donc c'était en 2013-2014, avec effectivement en discutant. C'est la cellule CAFO, la convention CAFO. C'est une cellule d'animation foncière et spécifique à l'eau, donc par rapport aux problématiques de captage, et surtout sur les captages qui étaient dits des captages Grenelle, où effectivement on a lancé un certain nombre d'animations, de discussions avec les uns et les autres pour essayer effectivement de trouver des solutions d'amélioration à la fois de pratique et si on le pouvait, d'amélioration foncière. Alors moi je ne suis pas forcément partie prenante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ce que les collectivités acquièrent le foncier, parce que je pense que ce n'est pas leur rôle financièrement, ce n'est pas forcément leur rôle. Par contre, via des échanges, via des pratiques, voilà, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui sur ces sujets-là, sans forcément que la collectivité maîtrise ce foncier en termes de propriété. Très bien, merci Thierry Bussy. Jean-Pierre Bruno, vous nous avez parlé à l'instant de Vigifoncier. Alors, pas de CAFO dans chez vous, non, et vous utilisez un autre outil. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Voilà. Donc, effectivement, en 2020, on a signé avec la SAFER une convention qui permet d'utiliser un outil Vigifoncier qui est en train d'être progressivement alimenté des informations dont on dispose au sein de la métropole, principalement issues de nos SIG internes, et notamment sur tout ce qui est, dernièrement, les coteaux calcaires ou toute la gestion qui tourne autour de ces coteaux. Alors, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de travaux liés à l'achat ou à des propositions de vente d'après cet outil Vigifoncier, mais qui est encore actuellement en cours de construction. C'est un outil évolutif en ce moment. Tout à fait, complètement évolutif. Et il vient se coller à la première partie dont je parlais tout à l'heure, à horizon mi-2021, qui est justement de venir monter en puissance sur les informations à l'intérieur de cet outil. Alors, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'effectivement, il peut faciliter la vision des terrains qui sont à protéger.
soit par démarche individuelle, soit par acquisition foncière. Je dirais qu'à la limite, il y a 2 points. Donc c'est très important de travailler en collectivité et avec un outil partagé. Il y a 2 points qui me semblent être, là encore, dans le dialogue nécessaire à faire évoluer. C'est la maîtrise du coût liée justement à ces informations qui sont internes à la SAFER et qui nécessitent de passer l'ensemble de ces terrains par le biais d'un comité technique et qui a pour autant un peu tendance à tirer le prix vers le haut correspondant à un prix du marché, hein, et qui est peu ou prou, mais qui est une gêne, enfin une difficulté supplémentaire financière pour les collectivités acquéreuses. Et le deuxième point qui est certainement plus difficile, c'est le délai des 10 jours qui, entre le moment où la collectivité apprend la vente du terrain, il y a un délai de 10 jours qui est demandé, qui est nécessaire à ce que la collectivité se positionne sur l'acquisition de ce terrain. Et les 10 jours, c'est trop court. C'est trop court pour une collectivité avec la gouvernance qui est en place, trop court pour se mettre en situation de décision. Et je pense que là, il y a un vrai travail d'accélération du côté des collectivités, hein, mais également de voir comment est-ce qu'on peut rallonger ce délai pour le positionnement face aux vendeurs et à l'acheteur. Très bien, merci Jean-Pierre Brognaud. Thierry Bussy, une dernière question. Est-ce qu'il existe d'autres outils à part Vigifoncier qui sont un peu plus prospectifs et qui intègrent les enjeux de la protection de l'eau, de la biodiversité, à votre connaissance aujourd'hui? Alors oui, alors Vigifoncier, c'est un outil qui existe déjà depuis un certain temps, hein, effectivement, où vous avez une cartographie de votre territoire avec tous les mouvements qui peuvent se passer sur ce territoire. Alors après, je ne peux pas vous laisser dire que c'est le comité technique des SAFER qui fait monter le prix du foncier. Alors là, non, je pense qu'effectivement, il faut... Et j'espère que mon collègue, parce que je suis aussi agriculteur à la base, sera d'accord avec moi. Je pense que ceux qui font monter le prix du foncier, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Je vous le dis, c'est clair, c'est net, voilà, c'est sans bavure. Et je pense qu'effectivement, nous, on se cale, puisqu'on intervient beaucoup à l'amiable, sur des prix de marché. Mais le prix de marché, c'est pas nous qui le faisons. Voilà, simplement pour vous dire que même si le prix du foncier peut être cher dans certains endroits, je pense qu'il est très peu élevé par rapport à nos voisins européens, grâce effectivement aux outils qu'on peut avoir et qui font et qui régulent effectivement, même si c'est pas parfait, je le dis, qu'on a quand même une augmentation, mais qui est lente du prix du foncier parce qu'il y a de la spéculation, parce qu'il y a des enjeux patrimoniaux derrière qui font que ça a été dit tout à l'heure. Hein, je pense que le foncier, c'est plusieurs générations. Les gens y sont attachés parce que pour eux le foncier, ça leur tient à cœur. Donc voilà, donc là-dessus, le prix du foncier, effectivement, c'est une chose. Alors par rapport aux outils, effectivement, on vient de lancer un nouvel outil qui peut être très intéressant, effectivement, à la fois pour les agriculteurs et à la fois pour les collectivités, c'est la bonne parcelle, l'échange parcelle. C'est-à-dire qu'avec cet outil, les agriculteurs peuvent effectivement aller sur une plateforme numérique pour inscrire un certain nombre de parcelles, se mettre en relation avec d'autres agriculteurs. Donc tout ça, c'est un outil qui vient d'être créé effectivement par les SAFER au niveau national. Donc on avait une demande au niveau du département des Ardennes, d'un élu effectivement qui voyait que ces agriculteurs faisaient de plus en plus de routes dans tous les sens. Donc c'est aussi un problème économique mais aussi environnemental, puisque effectivement plus on se déplace sur les routes et en plus avec la dangerosité sur des petites routes départementales. Donc suite à ça, effectivement, même si c'est déjà un dossier qu'on avait ouvert en 2014-2015, on n'avait pas pu aller au bout parce qu'on a eu aussi la régionalisation en 2017-2018 qui a fait que ça nous a pris beaucoup de temps. Donc on a rouvert ce dossier à la demande effectivement d'élus et on a abouti aujourd'hui et cette plateforme est lancée, ce qui fait qu'effectivement ça va nous permettre à terme de pouvoir faire des échanges plus ou moins loin entre agriculteurs, entre exploitants et entre propriétaires, et y compris effectivement dans des périmètres de captage ou dans des aires d'alimentation de captage où effectivement voilà, on pourra bouger les choses plus facilement sans effectivement que les collectivités interviennent à la fois pour l'achat de foncier ou en préemption, puisque c'est toujours effectivement, je pense, l'objectif des uns et des autres, c'est
c'est aussi, et c'est notre objectif d'y aller à l'amiable, effectivement, puisque c'est pour ça qu'on essaye effectivement de mettre en place des cellules d'animation foncière pour mettre tout le monde autour de la table. Et c'est quand on a effectivement tout le monde autour de la table qu'on arrive à trouver les meilleures solutions à partir du moment où elles sont partagées. Et c'est ce qu'on fait. On a des résultats, pas suffisamment, je le dis parce que c'est pas forcément un constat d'échec, mais on n'a pas forcément suffisamment de résultats. Alors pour différentes raisons, hein. Mais on peut encore aller plus loin, ça veut dire qu'on peut encore être investi effectivement sur ces missions pour pouvoir aller plus loin. Il faut aussi que le monde agricole s'en saisisse, hein, puisque c'est pas, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, c'est pas question de pointer du doigt Pierre-Paul Jacques. Je pense que les agriculteurs, ils ont toujours fait ce qu'on leur a demandé. Voilà. Ils n'en ont pas fait plus ou moins pour certains, mais je pense que tout ce qu'ils ont fait dans le temps, dans le passé, c'était autorisé, donc il ne faut pas... voilà, le passé, c'est le passé, il faut en tenir compte. Maintenant, il faut regarder l'avenir. Il ne faut pas être pessimiste non plus, parce que vous l'avez dit, je pense que les agriculteurs modifient leurs pratiques dans un sens ou dans l'autre. Tous les agriculteurs sont prêts à faire des efforts. Je pense que ça, on l'entend partout. Mais derrière l'agriculture, il y a de l'économie. Vous avez aujourd'hui effectivement des hommes et des femmes sur des territoires. Il faut qu'ils vivent de leur métier. Donc, il faut aussi que derrière, ils aient un peu de sécurité par rapport à leurs revenus, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, hein, puisqu'on a traversé quand même une crise, et on traverse toujours une crise qui est difficile pour certains secteurs de l'agriculture, quels qu'ils soient, hein, voilà, ou certains territoires. Donc ça veut dire que voilà, sur ces problématiques, et ça touche effectivement les problématiques les plus en difficulté dans l'agriculture, touche effectivement forcément souvent à l'eau, puisqu'à partir du moment où vous avez un retournement considérable de pâture dans certains périmètres, parce que derrière, il n'y a plus d'économie agricole qui est viable, il faut qu'on se pose la question de savoir comment on fait effectivement pour garder ces pâtures et pour amener effectivement des nouvelles pratiques et des nouvelles mesures pour avoir une économie agricole sur ces structures, même si ça passe effectivement par des aides, quelles qu'elles soient, et une refonte aussi. Il faut qu'il y ait aussi un pan dans la politique agricole commune sur ces sujets, parce que je pense que ça a été dit par la ministre tout à l'heure. Donc il faut absolument effectivement qu'on avance sur ces sujets-là, mais le monde agricole aujourd'hui est bien conscient des problématiques, puisqu'il en est la première victime. Il est prêt aussi à avancer, hein, mais voilà, c'est dans un pas de temps qui ne peut pas se faire à court terme, puisque l'agriculture, c'est du moyen long terme. Une année de récolte, c'est une année de récolte. Une exploitation, ça engage effectivement des investissements lourds qu'il faut rentabiliser sur un temps, et le risque est quand même assez élevé. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement associer les uns et les autres. Thierry Busset, merci. De toute façon, on va avoir le temps d'y revenir, puisque, chose promise, chose due, il est temps de passer aux questions des internautes qui nous regardent, qui nous écoutent aussi. Et première question, je crois qu'elle s'adresse à vous tous, et puis qui voudra répondra. Comment faire de l'animation agricole avoir une politique foncière sur un bassin d'alimentation de 150 mètres carrés? Question d'un internaute. Alors, je la repose. Ou alors, j'ai le mal reçu, comment faire de l'animation agricole avoir une politique foncière sur un bassin d'alimentation de 150 mètres carrés? Non, on passe. Les factures d'eau chez les consommateurs sont-elles assez transparentes pour mobiliser la société civile sur la question de la qualité de l'eau? Je repose la question. Patricia Blanc, vous faites une drôle de tête. Non, mais je peux tenter une réponse ouais. Pour dire qu'effectivement, on a tous très collectivement un effort de pédagogie à faire sur le fait que quand on tourne le robinet, l'eau qui coule a un prix et un coût. Voilà, il y a derrière des traitements, il y a des actions de prévention, il y a de l'interconnexion. C'est pas gratuit. Voilà. Maintenant, la communication à faire sur les composantes de ce coût, elle reste encore nécessaire. Elle est sans doute pas parfaite. Alors, une fois par an, hein, le maire, normalement, ou la collectivité responsable du service d'eau potable transmet avec la facture d'eau une lettre dans laquelle il détaille les composantes de la facture d'eau. Cette lettre est peut-être pas suffisamment connue, mais elle existe, elle est souvent très pédagogique. On peut aussi, mais on le verra, je pense, dans les tables rondes de cet après-midi, avoir des outils de communication plus locaux. Voilà, parce que quand on reçoit sa facture d'eau, c'est peut-être pas loin, on est le plus... Oui, on peut avoir des outils de communication locaux, notamment des petites applications smartphone qui vous aident à identifier sur votre territoire d'où vient l'eau, comment elle a été traitée, comment elle a été transportée, comment elle est arrivée à votre robinet. Mais effectivement, il y a une piste de progrès sur la communication sur l'eau. Alors, ce n'est pas pour répondre à la question, mais je voudrais en profiter pour répondre à une question de M. Brugnot, qui nous a parlé du délai très court dans lequel les collectivités doivent se positionner pour une acquisition foncière. Je voulais simplement dire que l'Agence de l'eau a mis en place un financement de portage, enfin des frais de portage et de gestion
de terrain, que ce soit pour les SAFER, que ce soit pour les collectivités qui souhaitent se donner un peu de temps pour réfléchir, qui voudraient se porter acquéreuses d'un terrain, mais sans avoir déjà le projet ou le porteur de projet agricole qui va avec. On peut financer des frais de portage et de gestion pour se donner un peu plus de temps pour sélectionner le bon projet. C'est vrai que 10 jours, 15 jours, ça paraît très court pour identifier un projet viable, durable, écologique sur une aire d'alimentation de captage. Voilà, donc, je voulais simplement signaler cet outil. Merci Patricia Blanc. Alors une question pour Guillaume Rioux maintenant. Guillaume Rioux, vous avez mentionné les pesticides de synthèse et on a une personne qui nous regarde, qui vous pose cette question. Quel diagnostic peut-on faire de l'agriculture de conservation des sols au regard de la qualité de l'eau? Là, vous posez une question provocatrice presque, mais ça doit être fait pour. L'agriculture de conservation, elle a un certain nombre d'intérêts. Le premier est celui, effectivement, de séquestrer une part de carbone importante dans les sols. Mais elle a, en revanche, quelques dysfonctionnements. La première molécule qu'on retrouve dans l'eau, les deux premières molécules, sont le glyphosate et son métabolite, l'AMPA. Oui. La troisième matière active qu'on retrouve, c'est le métaldéhyde. C'est une molécule qui sert à lutter contre les mollusques, les ravageurs, certains ravageurs, les limaces. Donc ça pose quelques problèmes quand même. Et j'ai envie de vous dire qu'il faudrait qu'on arrive à converger vers une agriculture de conservation des sols et une agriculture biologique qui vont de pair, qui forment une synergie. Et nous menons de nombreux travaux, je pense notamment au sein de l'ITABLE, mais pas seulement. Les instituts techniques travaillent aussi plus largement sur l'idée de la convergence de ces deux systèmes qui sont sans doute la porte de sortie. Bon, maintenant, l'agriculture de conservation, elle est intéressante dans certaines régions où il y a des érosions du sol qui sont importantes. C'est pas vrai partout. Et moi, je sais personnellement, en tant que praticien de la terre, que par moment, si j'avais pas la charrue, eh bien, je ne pourrais pas le semer le blé. Et qu'il y a certaines régions où il faut encore avoir recours, et sans que ça provoque d'érosion des sols. Hein. Sur les argilo-calcaires qui sont assez stables, il n'y a pas de problème. Les problèmes se posent plutôt sur les terres limoneuses, en pente. Et là, évidemment, la question de la protection du sol est une vraie question. Très bien. Merci. Mais tout ça, c'est hétérogène et il n'y a pas de vérité. Et là encore, je reviens aux questions de discours monolithique. On est sur une géologie française qui est très différente d'un bassin versant à un autre, et les pratiques ne sont pas les mêmes, et l'histoire des hommes sur les terrains ne sont pas les mêmes, et il faut prendre soin de tout ça. C'est un message important à faire passer. Oui, une réaction. Je rajouterais la couverture permanente des sols, de l'agriculture de conservation, c'est intéressant aussi pour la biodiversité. Hein. Voilà, mais c'est vrai que l'idéal, c'est agriculture de conservation biologique. Ça existe. Hein. Il y a des agriculteurs qui arrivent à ne pas labourer et à ne pas utiliser de glyphosate. Hein. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais il y en a. Oui, et puis je pense qu'il faut rappeler la question de la présence de la prairie dans les agro-sylvosystèmes. La prairie et la haie sont deux composantes qui sont essentielles. Il faut absolument qu'on les préserve. La réglementation de la PAC est sans doute trop fragile sur cet aspect-là, mais il y a de nombreuses études, la bibliographie est très pourvoyeuse là-dessus. Je pense notamment à l'IRSTEA et à Madame Vernier qui a fait des travaux là-dessus. La convergence encore de l'herbe, donc de la protection de l'élevage, de sa mise en valeur, c'est une vraie question. Et l'agriculture biologique peut là aussi être une synergie pour protéger l'eau. C'est un excellent filtre, et du coup ça pose la question d'extensification derrière de l'agriculture biologique, de l'élevage, pardon. On en a parlé tout à l'heure, et son lien à la PAC, et notamment sur certaines aides couplées qu'il faut absolument remettre, on en parlait tout à l'heure avec Thierry Bussy, en place. Très bien, merci Guillaume Rioux. Alors une autre question, comment peut-on trouver des porteurs de projets en bio, et quels partenaires peuvent nous aider pour ça? Qui peut répondre? Moi, je vais répondre par rapport à ce que nous, on fait effectivement dans l'attribution au sein des comités techniques. Alors, je dirais que souvent sur certains projets, ce qui nous manque, c'est les porteurs de projets, effectivement. Voilà, on a décidé, effectivement, on l'a fait sur certaines rétrocessions, d'attribuer en bio parce qu'il y avait un captage très sensible Grenelle. Simplement, derrière, on n'a pas forcément le porteur de projet. Mais donc la question, c'est comment peut-on trouver des porteurs de projet, justement ? Pour avoir des porteurs de projet, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Directrice, je pense que c'est un temps à moyen terme. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des solutions de portage, effectivement,
pour effectivement trouver le meilleur porteur de projet. Alors à partir de là, quand on a du temps, effectivement, on peut trouver des solutions. C'est ce qu'on fait, mais pour le bio, c'est ce qu'on fait aussi pour l'installation des jeunes. Je pense qu'un jeune, il ne peut pas s'installer sans avoir fait une vraie étude économique et savoir vers quoi il va. Je pense que l'agriculture installe bien, puisqu'on a un taux d'échec quand même qui est relativement faible, ce qui veut dire que tout ça est fait quand même sereinement. Mais c'est pareil en agriculture biologique. Je pense qu'il faut qu'on trouve, il faut nous laisser un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps pour trouver les porteurs de projets et les identifier effectivement sur ces bons territoires. Très bien, vous voulez réagir? Il y a une réponse simple, hein, c'est Terre de Liens. Terre de Liens va intervenir cet après-midi, c'est leur boulot. Hein. Ouais, très bien. Une question pour vous, Patricia Blanc. Quelles sont les aides de l'Agence de l'eau pour la maîtrise foncière? C'est très direct. Ah bah voilà, au moins. Alors l'Agence de l'eau finance d'abord les études préalables, parce qu'on a bien vu que il fallait commencer par poser un diagnostic sur un territoire. Hein. Monsieur Bouillon l'a dit tout à l'heure, et puis plusieurs d'entre vous l'avaient dit, avant de se lancer dans une opération d'acquisition foncière, commençons par poser le diagnostic et mettons en place les bases du dialogue. Donc les bases du dialogue, c'est aussi le travail humain. C'est l'animatrice ou l'animateur dans les syndicats. Donc l'Agence de l'eau finance l'animation à 80%, pour répondre à votre question, finance les frais d'études pour construire la stratégie foncière dont on a beaucoup parlé à 80%. Donc il y a 20% de reste à charge pour la collectivité, mais ça reste quand même très incitatif. Et après, bon, l'acquisition foncière est un outil parmi d'autres, mais si la collectivité souhaite acquérir le terrain, nous finançons à 80% l'acquisition du terrain, avec une condition qui est importante, qui est que la collectivité s'engage à maintenir une exploitation agricole, enfin de l'activité agricole sur ce terrain. Je le dis parce que très concrètement, dans nos commissions des aides dont a parlé Isabelle Gaillard, on a des administrateurs qui nous disent « mais attention, l'élu avec lequel vous travaillez, il est bien embarqué dans la démarche, mais demain, il y a une alternance, etc. Si on veut construire un centre commercial, enfin, je parle franchement, c'est le genre de débat que nous avons. Qu'est-ce qui nous protège ? On ne changera pas de stratégie. Donc il y a des conditions d'attribution des aides de l'agence qui sont que pendant 20-30 ans, la collectivité s'engage à maintenir une activité agricole sur les terrains. Et ensuite, il n'y a pas que l'acquisition foncière, on en a parlé, il y a d'autres outils, des baux environnementaux, des obligations réelles environnementales, on va parler de paiement pour services environnementaux cet après-midi, et tous ces outils sont financés par l'agence. Je crois qu'il est important, avant toute chose, que les collectivités contactent les services de l'Agence de l'eau pour mettre en place un programme global. On a des chargés d'opération un peu partout dans les territoires qui sont là pour répondre et accompagner les collectivités dans ces démarches. Le message est passé, merci. Une question pour vous, Christophe Bouillon. Alors, comment a été construite la stratégie foncière de votre communauté de communes? Donc là, entre parenthèses, acteurs, le groupe de travail, concertation, donc tous travaillent en commun. Et en quoi consiste-t-elle? Et j'ai une deuxième question ensuite de la même personne qui souhaite savoir comment votre communauté de communes cible les terrains à acquérir. Voilà. Alors d'abord, avant de répondre à ces deux questions, je voudrais peut-être prolonger le propos de la part de directrice de l'Agence de l'eau pour dire que ça répond aussi à une question que vous posiez tout à l'heure sur la pédagogie qu'on doit faire sur le prix de l'eau finalement. Parce que je crois que c'est toujours utile de rappeler les missions qui sont faites aussi pour garantir en effet comprendre en fait ce qu'il y a derrière. Comprendre ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est très concret parce qu'on voit qu'il y a quand même un financement très fort sur des politiques qui produisent des effets et qui garantissent la protection et la qualité de la ressource en eau. Et je crois que de dire ça, c'est aussi important parce que souvent, quand on s'interroge sur le prix de l'eau, on aime à rappeler ce que représentent les taxes par rapport élus. On aime à dire ça, regardez sur la facture d'eau, tout ce que représentent les taxes. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin dans la pédagogie et dire, derrière le mot taxe, qui n'est pas un mot très populaire en général, à quoi sert cet argent. Et je pense que là, il y a une bonne traçabilité, un bel exemple qui est... Bien expliquer à quoi sert cet argent. La redevance, elle est sur la facture d'eau et ça permet de financer à 80% Exactement. De superbes politiques sur tout le territoire. C'est vraiment le sens de mon propos. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aller jusque-là. La pédagogie, elle doit aller jusqu'au bout. Alors pour répondre à votre première question, ça a été rappelé tout à l'heure aussi, il y a d'abord un diagnostic, bien évidemment, de savoir d'où on part. Il y a une connaissance un peu plus fine aussi, d'abord des zones un peu plus vulnérables que d'autres, du foncier stratégique, parce que, bien évidemment, tous les terrains n'ont pas la même valeur en termes de préservation de la ressource. Et il y a une cartographie au préalable qui doit être établie, qui peut être établie. On a parlé tout à l'heure de la boîte à outils SAFER. Ils ont aujourd'hui cette connaissance très fine de tout cela.
Donc je pense que, bien évidemment, on commence rien de sérieux, il n'y a pas de stratégie s'il n'y a pas d'abord un diagnostic, et j'ajoute partager. Parce que bien évidemment, on le disait tout à l'heure aussi, la question de vulnérabilité, elle est liée bien évidemment à l'enjeu principal qui est celui de préservation de la ressource. Mais il faut connaître derrière aussi ce que représente pour le monde agricole ou la population agricole tel ou tel terrain, tel ou tel enjeu. Et reprendre le fil du récit, savoir d'un point de vue patrimonial parfois, à quoi cela correspond, me paraît essentiel. Donc pour ça, diagnostic, partager. Je crois que le mot partager est essentiel. À partir de là, vous pouvez établir une stratégie, en effet, mettre en œuvre des outils. On a parlé tout à l'heure de cellules de veille foncière. On a parlé soit de maîtrise ou d'acquisition. On a parlé de... Enfin, vous avez évoqué un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour atteindre les objectifs qui sont fixés par la stratégie. Et tout cela repose aussi sur, on l'a dit, le dialogue, la confiance, mais ça commence dès le diagnostic, parce que pour qu'il soit partagé, oui, il faut ce dialogue, il faut cette confiance établie, etc. Donc après, il faut emmener tout le monde jusqu'au bout, un, pour faire valider cette stratégie, deux, ensuite, pour la mettre en œuvre. Ça prend sans doute un peu de temps, et en même temps, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur, parfois, de l'échec avant. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure, en présentant la stratégie foncière de la communauté de communes Caustres-Vert, qu'on avait mené 2 plans d'action avant, qu'on avait fait de la sensibilisation, de l'accompagnement. On ne peut pas dire que ça soit un échec total, mais on ne peut pas dire non plus qu'on ait eu les résultats escomptés. Et en même temps, ce premier pas, il est utile. Parce que, quelque part, on a pu se dire, là, voilà les raisons pour lesquelles on faisait fausse route. Là, sans doute qu'il y a des éléments qu'on n'avait pas bien compris. Donc, il ne faut pas non plus balayer ce qui a pu être fait avant. Ces étapes restent indispensables d'ailleurs. La notion même d'accompagnement et d'animation, j'ai envie de dire, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est un des paliers, et je pense que ça peut aussi servir d'exemple pour mettre en œuvre ensuite ces stratégies foncières. Nous, c'est très récent, c'est 2019. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est des genoux par rapport à ceux qui ont été, il faut les remercier, des pionniers ou des lanceurs d'alerte. Et donc, on bénéficie aussi de ce retour d'expérience, ce formidable retour d'expérience. Et là-dessus, il faut le dire, on a évoqué tout à l'heure les différents partenaires, l'agence de l'eau, bien évidemment, la SAFER, Terre de Liens, etc. L'ensemble de ces acteurs viennent avec dans leur bagage leur retour d'expérience. Et ça veut dire que ça nous aide. Quand on arrive les petits derniers, quelque part, déjà, on est un peu plus conforté dans la démarche et on peut appuyer. Mais je voudrais simplement terminer en disant 2 choses qu'il faut qu'on évite, et ça rebondit aussi au propos de Madame Gaillard tout à l'heure. Je crois qu'il y a 2 écueils. Le premier, c'est l'angélisme, c'est-à-dire l'idée qui serait de se dire finalement qu'il n'y aurait pas de pollution et qu'elle n'aurait aucun lien avec certaines pratiques agricoles. Je crois que si on commence par là, on se trompe, et personne ne l'a dit, parce que chacun a conscience qu'il y a quand même aussi, vous avez cité un certain nombre de produits, etc. Donc il y a une origine d'un certain nombre de pollutions qui existent encore aujourd'hui. Donc pas d'angélisme, mais pas non plus de diabolisation. La diabolisation, ça serait de considérer que Haro sur l'agriculture, on a rappelé le rôle essentiel qu'elle joue, et sur des territoires comme le mien, je le vois bien, en termes de paysage, en termes d'action aussi, on le voit demain, de lutte contre les changements climatiques. Donc je pense qu'il faut plutôt de se dire, eh bien l'agriculture, c'est un moteur. C'est un moteur aussi de transformation. C'est le moteur de la transformation. Et d'ailleurs, moi, je retiens des propos des uns et des autres, et je trouve ça très pertinent, c'est qu'on a commencé par parler de la préservation d'une ressource qui était l'eau, c'est normal, c'est notre objectif, c'est notre compétence, mais moi, j'entends depuis tout à l'heure, et c'est bien naturel, qu'il y a une ressource essentielle qui est la terre et le foncier, et que la terre agricole aujourd'hui, comme ressource menacée, pas un hasard si on fixe comme objectif la non-artificialisation des sols, etc. Et c'est ça qui nous menace aussi. Et là, pour le coup, il y a un lien terrible. C'est-à-dire, si demain, il n'y a plus de terre agricole sur nos territoires, moi j'imagine sur le mien, je peux vous dire qu'on sera aussi en difficulté grave, excusez-moi l'expression, sur d'autres enjeux comme le ruissellement, ça a été dit par mon collègue tout à l'heure, Jean-Pierre Brugnot ou d'autres. Donc je pense qu'il faut faire ce lien essentiel entre préservation de la ressource en eau et préservation d'une autre ressource qui s'appelle la terre agricole. Très bien.
Merci. J'ai une question maintenant pour Patrick Barbier. La transmission par héritage peut-elle être empêchée de droit par préemption si l'héritier n'est pas exploitant agricole? C'est illégal. Illégal. La transmission à des non-agriculteurs, c'est illégal. Mais le collègue de la SAFER a confirmé que c'est malheureusement une pratique assez courante. Ouais. Mais alors, pour ce qui est des terres publiques, communales, on peut réagir. Moi, je réagis dans ces cas-là. Je ne me fais pas que des amis. Mais je m'en fais aussi. Alors, les jeunes agriculteurs à qui on redistribue ces terres, évidemment, sont plutôt contents. Ceux à qui on empêche de transmettre à des entreprises, à des systèmes un peu occultes, voilà. Mais clairement, je crois qu'on se doit de réagir à cette tendance. La solution. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le collègue. Il y a la ressource terre, mais il y a aussi la ressource humaine qui est à protéger. Si on n'a plus d'agriculteurs, on n'a plus de paysage, mais on n'a surtout plus d'alimentation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que quand même les tensions alimentaires, ça peut commencer à exister, quoi. Donc, merci. Une question pour Guillaume Riou maintenant. Si tout le monde se met aux agricultures bio, aurons-nous assez de rendement pour continuer à alimenter toute la France et l'Europe? Alors, le problème, il ne se pose pas vraiment en France. En France, nous sommes en excédent structurel de production. Je prends l'exemple du blé, puisque c'est dans l'imaginaire populaire, le risque de crise frumentaire traverse l'État, d'ailleurs, et l'énarchie presque. Et, voilà, c'est ce qui a bouleversé les rythmes de nos sociétés depuis fort longtemps, depuis le XIVe siècle avec la peste, qui s'est ajoutée comme aujourd'hui on peut vivre peut-être avec le Covid, je ne sais pas si le parallèle est bon, mais c'est ce qui a provoqué la Révolution, etc. Donc ce risque de famine, effectivement, il traverse l'imaginaire populaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes... lorsque l'on produit 35-37 millions de tonnes de blé, je le disais tout à l'heure, en France, on en exporte environ une vingtaine. Seulement 15% du blé produit en France est utilisé pour la meunerie. Donc il n'y a pas de risque. La question, c'est peut-être de la coopération avec les États qui sont en difficulté alimentaire, et je pense évidemment à l'Afrique et au Maghreb. Malheureusement, nos avantages comparatifs aujourd'hui sur la planète en tant que pays exportateur de blé est mis à mal par la proximité géographique de mer Noire, des pays mer Noire, et là c'est une vraie difficulté pour nous. Donc on n'en est pas au point où on peut imaginer une agriculture à 100% bio, encore que d'aucuns l'ont imaginé. Je pense notamment à Solagro, qui a fait une projection à 2040 de 50% de la SAU bio française. C'est possible à condition de modifier la composition de l'assiette, c'est-à-dire de manger moins mais mieux de viande. Et c'est aussi le scénario de Sciences Po Paris, avec son laboratoire de développement durable, l'IDRI, qui a mis un scénario extrêmement intéressant en place qui s'appelle TIFA, TYFA, pour ceux qui voulaient aller chercher, et qui fait la démonstration que la modification d'assiette, comme le propose Solagro, et le maintien, je réinsiste là-dessus, c'est très important, le maintien des prairies, et l'orientation peut-être plutôt sur la viande rouge, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que la viande blanche, en fait, qui est issue des monogastriques, les poulets et les porcs, sont des concurrents directs sur les céréales. En revanche, comme nous, humains, nous ne mangeons pas d'herbe, consommer de la viande rouge, c'est plutôt une excellente façon de faire de la séquestration carbone, parce que les prairies et l'agroforesterie sont les deux meilleures solutions agronomiques pour séquestrer les gaz à effet de serre. Donc lorsque l'on mange de la viande rouge, lorsqu'on mange du bœuf à cycle long, produit, nourri à l'herbe, eh bien, dans son acte de consommation, génère aussi un acte de protection par rapport aux effets climatiques. C'est tout à fait intéressant. Tous les jours, donc et c'est pas ce qu'on entend tous les jours, mais il y a certaines, parfois, communications qu'il faut le remettre un petit peu en phase. Très bien. Je pense qu'on arrive sur les dernières questions. Une autre question pour vous encore, Monsieur Riou. Pensez-vous que le bio industriel, cette fois-ci, qui représente donc de grandes surfaces, soit une solution pour la protection des ressources ? Vous avez plusieurs solutions pour faire opérer la transition agricole de notre pays et donc pour limiter la lixiviation de l'azote et la diffusion des pesticides. Soit vous voulez développer à grande échelle l'agriculture biologique, et ça passe par les systèmes de grande distribution. Il faut bosser avec Nestlé, il faut bosser avec Danone, il faut que ces grands faiseurs opèrent aussi leur transition vis-à-vis de la bio, et ça c'est démarré. À l'autre bout de la frise, vous avez la solution du circuit court. C'est super satisfaisant d'un point de vue humain, dans la relation client, dans la relation commerciale et dans la satisfaction
intime de l'agriculteur. Et puis peut-être qu'au milieu, on pourrait imaginer, avec les collectivités locales, ce que moi j'appelle des micro-filières de territoire, où on pourrait mettre des petits collectifs en place. Et je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais on a recensé environ 350 initiatives partout sur le territoire, main dans la main avec les collectivités, que sont aussi les agences de l'eau, pour permettre de mettre en valeur tout ce patrimoine culturel, ce patrimoine rural, et générer une alimentation en quantité et en qualité pour nos concitoyens. Merci. Il y a un outil pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les plans alimentaires territoriaux. Je pense qu'on va encore en parler, dont le but c'est d'essayer à l'échelle de chaque territoire de créer ces filières de territoire. Mais au pays des 400 fromages, il y a vraiment tout à imaginer pour l'agriculture biologique aussi. Très bien. Alors, une dernière question pour vous, peut-être Patricia Blanc ou pas, ça dépend ce qu'on m'envoie. Je pense que ça va être OK. Je vous laisse conclure cette table ronde, sauf si l'un d'entre vous a une précision à nous apporter, veut intervenir. Alors, Patricia Blanc, oui ? Oui, je veux peut-être dire un mot, parce qu'effectivement, là, ce matin, c'était très agréable de discuter avec des élus qui sont très impliqués, effectivement, par rapport à toutes ces problématiques. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre d'élus pour qui c'est compliqué ces problématiques. Parce que les élus, aujourd'hui, ils ont tout à faire. Donc voilà, ils ne sont pas forcément au fait, effectivement, de ces problématiques. Et c'est très difficile de les sensibiliser. Et c'est là, effectivement, que l'Agence de l'eau a un rôle très important, ce qu'elle fait, mais qu'il faut qu'elle développe encore, effectivement, des outils, effectivement, pour animer et aider, effectivement, les élus locaux à prendre des décisions et à intervenir sur ces problématiques. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a renouvellement, effectivement, des élus, ça pose un souci, puisque les élus, ils arrivent, voilà, ils ont aussi des projets sur le foncier, vous l'avez dit tout à l'heure, et je suis ravi, effectivement, d'entendre ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des problématiques aussi, ça reste la consommation du foncier agricole en France. Entre 50 et 60 000 hectares qui disparaissent encore tous les ans. On a eu une chute en 2008, effectivement, on a cru qu'on était sur la bonne voie, mais alors c'est reparti depuis quelques années et on ne baisse pas. Donc si on ne trouve pas des solutions par rapport à cette problématique, c'est aussi une perte d'installation de jeunes, de projets divers et variés sur nos territoires. Donc il faut aussi qu'au niveau des collectivités, celles-ci se saisissent effectivement de ces problématiques qui sont prégnantes sur tous les territoires. Je pense que voilà, y compris sur les territoires ruraux. C'est pas un problème urbain, c'est aussi un problème rural où il faut qu'on repose les vraies problématiques et les vraies questions par rapport à cette consommation de foncier qui a lieu le plus souvent dans les meilleures terres agricoles françaises. Ok, bien, très bien. Justement, en vous écoutant, un internaute vient de vous poser une question sur la SAFER a-t-elle le droit de prioriser la cession d'une parcelle à un agriculteur bio ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on a obligation aujourd'hui, de par la loi, si cette parcelle est en bio, de la rétrocéder à un agriculteur bio si on a des candidats sur le territoire. Donc là-dessus, oui. Alors après, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en comité technique, je reviens sur les comités techniques des départementaux, qui sont vraiment le parlement ce qu'on appelle nous le parlement du foncier au niveau des départements. Le choix, il est fait par rapport à des projets. Mais il n'y a pas de stigmatisation par rapport au projet. Ce qui veut dire qu'effectivement, si le meilleur projet, c'est un agriculteur bio, et on l'a fait au dernier comité technique de mon département, on a fait intervenir à la fois Terre de Liens et à la fois le GFA mutuel du département de la Marne pour porter du foncier, pour installer une agricultrice en agriculture biologique. Donc voilà, donc c'est pas, moi l'agriculture, je le redis, c'est l'agriculture au sens large, avec un grand A. On a besoin de toute notre agriculture, je le dis, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça n'a pas tout à fait été dit, mais si on passait toute notre surface agricole en agriculture biologique, on ne serait pas autosuffisant. Sachant qu'il y a aussi un autre problème, il faut aussi l'avoir à l'esprit, c'est que tous les Français ne sont pas capables aujourd'hui d'augmenter le panier de la ménagère à une hauteur très conséquente. Donc il faut être prudent, et on a besoin de tout le monde pour faire des efforts. On a besoin de tirer toute l'agriculture au sens large. Je pense que c'est important, mais c'est très bien qu'on ait aussi à la fois des lanceurs d'alerte et à la fois des gens qui font de l'innovation, effectivement, pour améliorer nos pratiques. Des lanceurs de rêve. Des lanceurs de rêve aussi. Mais je pense que, agriculteur, vous l'avez peut-être vu dans nos propos, puisque c'est un métier de passionné, donc on est passionné par rapport à ce qu'on fait. Mais on sera passionné aussi si on peut rendre des services, effectivement, que ce soit aux collectivités ou que ce soit aux habitants de nos collectivités, puisqu'on en fait partie. Donc on n'a pas intérêt non plus à avoir une eau dégradée, puisqu'on la boit, on est les premiers à la boire. Donc il faut être relativement prudent. Juste un petit point aussi pour finir, par rapport à... Il faut continuer, finir la rationalisation en eau des captages.
On a encore beaucoup trop de captage sur nos territoires. C'est-à-dire que ça éviterait effectivement d'avoir des protections, beaucoup de protections à mettre sur des petits captages quand on peut rationaliser. Et ça, c'est en cours, mais il y a encore des choses à faire. Très bien. Une dernière question pour vous. Est-ce que les SAFER peuvent influer pour favoriser des évolutions de pratiques, c'est justement ce que vous étiez en train de dire, des cultures, et si oui, comment? Comment faire bouger? La SAFER peut-elle faire bouger les lignes et être finalement un vecteur d'influence? Alors oui, on peut, effectivement, parce qu'on a quand même un côté politique. Simplement, ce n'est pas nous qui écrivons l'agriculture. Je pense que vous avez compris, on est un outil, même si on est un outil quand même politique, puisque je l'ai dit tout à l'heure, et puis on est quand même issus, effectivement, les uns comme les autres, de certaines corporations, mais ce n'est pas nous qui faisons le modèle. Je peux vous dire que si nous, on faisait le modèle, parce que je suis aussi élu par ailleurs, de temps en temps, on aimerait bien, effectivement, écrire, je pense que mon collègue sera d'accord, et écrire le modèle de l'agriculture que l'on souhaite à l'avenir de 30 ou 40 ans. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui aux agriculteurs. C'est d'avoir le point, de savoir vers quoi, effectivement, on veut les emmener par rapport à notre société. Pas que par rapport à l'agriculture, mais par rapport à la société, à l'agriculture qu'on veut pour notre société. Et ça, c'est important. Alors nous, on peut le faire, bien évidemment. Sauf que ce n'est pas dans nos prérogatives, forcément dans nos prérogatives. Mais à partir du moment où on rétrocède au comité technique, quand vous avez 50 candidats sur une terre, il faut faire un choix. Et ce choix, on le fait. Et on le fait par rapport à des projets économiquement viables, mais pas que économiquement viables. Il y a aussi des projets environnementaux qui ont du sens et sur lesquels, effectivement, on donne des priorités. Très bien, merci. Une dernière question pour vous. Quelqu'un va, j'ai cru, une réaction? Non? Alors, la dernière question, Patricia Blanc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les factures d'eau des consommateurs sont-elles assez transparentes pour mobiliser la société civile sur la question de la qualité de l'eau? Bon, moi j'ai l'impression que la réponse est un peu dans la question, et M. Bouillon et moi-même avons déjà répondu. Ça, c'est intéressant parce qu'elle a été posée différemment par un internaute. Alors, elle est transparente au sens où donc, chaque année, un consommateur d'eau reçoit le relevé avec donc, le détail des taxes, mais aussi le détail des frais qui sont engagés par la collectivité pour produire l'eau. J'imagine que le sens de la question, c'est de dire qu'on peut faire plus et mieux pour expliquer ce qu'on fait, et notamment les agences de l'eau qui donc... sur grosso modo la facture d'eau, nous prélevons au titre des impôts et taxes 15% à peu près en moyenne du montant de la facture d'eau pour aider des projets qui améliorent grosso modo la qualité, la disponibilité de l'eau potable et de l'eau environnementale, de nos rivières, de nos littoraux, de nos eaux souterraines pour préserver l'avenir. Sur le site internet de l'agence de l'eau, vous trouvez tout le détail de tous les budgets qui sont engagés. Ils sont intégralement, ce budget est intégralement engagé par l'agence pour des projets d'amélioration de l'eau ou de la biodiversité, parce que c'est une mission que nous avons reçue récemment depuis la loi de restauration de biodiversité de 2016. Moi, je voudrais répondre très rapidement à deux interrogations de M. Bussy qui m'aident à formaliser ma conclusion, du coup, grâce à ces deux questions. D'abord, comment mieux sensibiliser les élus? Alors, bon, l'initiative de l'agence d'organiser cette journée aujourd'hui avait notamment et a toujours cet objectif, je l'espère, puisqu'on a un renouvellement aussi, suite aux élections municipales, où des élus qui sont engagés parfois depuis plus longtemps, puis qui s'intéressent aux nouveaux outils. On est conscient que la mobilisation, ça passe pas seulement par des colloques de ce type-là, ça passe aussi par une action locale de terrain, donc j'ai parlé de l'animation. Alors, sur un volet plus coercitif, enfin pas coercitif, mais disons moins sympathique, l'agence de l'eau conditionne ses aides au traitement de l'eau potable ou aux interconnexions, comme l'a dit Madame Gaillard tout à l'heure, au fait qu'il y a un plan de prévention efficace sur les captages du territoire. Et cette conditionnalité qui est entrée en vigueur en 2019 produit déjà ses fruits, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on a 90% de nos collectivités qui ont fait leur zonage déjà d'aires d'alimentation de captage sur les captages prioritaires, et 3/4 des collectivités qui ont déjà mis en place leur plan d'action. Bon, ça veut dire un quart qui n'ont pas bougé. Et nous, maintenant, la question, c'est comment on se tourne vers le quart des collectivités qui n'ont pas encore conçu, élaboré, mis en place un plan d'action pour protéger les captages. Donc, il y a les aides, les conditionnalités d'aide de l'agence de l'eau, puis un travail local de démarchage. Et en prenant un peu de recul, je voudrais dire qu'au niveau national, il y a une vraie dynamique sur ces sujets. Alors, l'actualité, actuellement, malheureusement, l'éclipse un peu. Mais ce gouvernement a organisé des assises de l'eau en 2018 et en 2019. Et j'invite chacun à se pencher à nouveau sur les travaux très conséquents qui ont été produits dans le cadre de ces assises, dans un format type Grenelle de l'environnement ou conférence orientale, où toutes les parties prenantes étaient représentées. Et il y a eu avant les états généraux de l'alimentation, où des grands scénarios ont également été dressés dans un partage entre les parties prenantes. Donc on a une dynamique nationale, on a de nouveaux outils, on a une fenêtre de tir, on en reparlera cet après-midi, de préparation de la nouvelle PAC. Parce que les agences de l'eau ont certes des budgets conséquents pris sur la facture d'eau, on l'a dit, mais pas tellement
comparables au budget de la PAC, qui sont beaucoup plus massifs pour accompagner la transition agricole. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment la nouvelle PAC s'emparera aussi de ces sujets de transition agricole et de protection de l'eau, puisque c'est ce qui nous anime. Voilà, je voulais aussi remercier évidemment chacun de nos intervenants pour la qualité de nos échanges. Bravo à tous, parce que bon, on est dans un format un peu plus compliqué, où on ne voit pas notre public. Hein, voilà. Donc c'est plus difficile évidemment de s'adapter aux attentes du public, mais moi j'ai trouvé de très bons niveaux nos échanges. Bravo, je pense qu'on a évité à la fois l'angélisme et la diabolisation. On a évité d'opposer agriculture de conservation et agriculture bio. On a évité de dire voilà, de diaboliser l'élevage, mais on a fait la différence entre l'élevage extensif et l'élevage intensif. Et on a parlé aussi des avantages de l'élevage extensif du point de vue environnemental. Moi j'ai trouvé ces échanges tout à fait intéressants, et j'invite chacun à rester avec nous pour les 2 tables rondes de l'après-midi qui permettront de compléter sur certaines pistes qui ont déjà été ouvertes par les uns et les autres autour de ces échanges ce matin. Merci à tous. Un grand merci à vous, Patricia Blanc. Merci à tous nos intervenants. Patricia Blanc vient de le rappeler. Nous sommes de retour à 14h, juste le temps pour nous de faire une pause. Vous aussi à la maison. Profitez-en pour télécharger ce livret qui est un florilège de toutes les solutions que nous allons voir aujourd'hui et bien d'autres solutions encore. Et puis dans ce livret, vous pourrez également retrouver les contacts de tous nos intervenants. Il est téléchargeable sur le site de l'Agence de l'eau. Voilà qui est dit. Et on se retrouve après cette pause à 14h pour notre nouvelle table ronde intitulée « Développer les circuits courts et les filières à bas niveau d'intrants ». À tout à l'heure.